Le mot mélancolie décrit parfaitement l'atmosphère de la forêt, avec sa rivière boueuse, ses arbres dénudés qui ont depuis longtemps perdu leur feuillage vert, et deux cerfs malheureux buvant de l'eau froide pour ne pas mourir. Mais certains arbres, comme les maisons qui jadis grouillaient de vie, sont morts, ne laissant que des souvenirs. Il ne restait qu'une poignée de personnes pitoyables, à peine en vie. Mais certaines conservaient un mince espoir de pouvoir atteindre la ville voisine et peut-être y être sauvées. Le problème était que l'accès était très difficile. Mais parmi toutes ces personnes, un homme se distinguait. Il était resté allongé dans la même position pendant plusieurs jours, sans réagir à rien, ce qui inquiétait les autres, car il était temps de se libérer de tout ce qui tourmentait tant son âme et d'entamer le combat pour la vie. L'intéressé lui-même le comprenait parfaitement, car dans son état actuel, il était peu probable qu'il puisse obtenir justice et se venger de ses agresseurs. Il était difficile d'accepter et de réaliser que tout ce en quoi il avait cru pendant de nombreuses années, toutes ses promesses d'amitié, ses sourires et ce soutien, n'étaient qu'une illusion, un mensonge. Et maintenant, le goût amer de la trahison lui coule dans les veines, et les sourires maléfiques et satisfaits des empoisonneurs sont figés dans sa mémoire. Hier encore, il avait tout, mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Et les seules personnes à ses côtés sont des personnes âgées, des pauvres et des malades. Même le soleil s'est caché derrière les nuages, et il a commencé à neiger, comme pour se moquer des personnages principaux. Même si ce n'était peut-être pas la faute de cet homme, le village de Cléna dans son ensemble devenait de plus en plus étrange chaque jour, avec toutes sortes de méfaits qui s'y produisaient régulièrement. Il semblerait qu'il soit temps de s'y habituer. Mais le vieil homme tendit la main vers un flocon de neige qui scintillait d'une manière inhabituelle à la lumière. Il n'aurait pas dû faire ça, car ce n'était pas simplement de la neige. C'était de la neige magique qui transformait tout être vivant en sculpture de glace dès qu'il entrait en contact avec elle. De plus, chaque flocon de neige était imprégné d'énergie spirituelle, ce qui représentait un danger pour tous les êtres vivants. Le protagoniste pouvait-il résister au destin? Probablement, mais à présent, il voulait simplement l'accepter et mourir en paix. Mais quelqu'un avait des plans et des idées complètement différents à ce sujet, si bien que la boule de feu a atterri à quelques mètres de l'homme, entrant en résonance avec les flocons de neige. Le plus intéressant, c'est que, parallèlement à la boule de feu, un homme est apparu dans ce lieu perdu au milieu de nulle part. Pour une raison inconnue, Zhou Guanli était convaincu que le personnage principal était à l'origine de tous les troubles et des effusions de sang qui avaient eu lieu dans les contrées environnantes, et ce, malgré le fait qu'il était impossible de le regarder sans avoir les larmes aux yeux. Mais voilà le problème. Un autre groupe de personnes, dirigé par Gong Yanbai, est apparu de nulle part, et ces individus ne considéraient même pas les gens ordinaires comme des êtres humains. Une mort de plus ou de moins ne leur importait donc pas. À ce moment-là, les discours de bienvenue prirent fin et la véritable bataille commença. Mais il n'était pas question de combat équitable. Guanli se retrouva face à des dizaines de guerriers de l'élément glace. Cependant, son soleil flamboyant absorba des centaines d'aiguilles de glace de ses adversaires. Alors que les simples soldats étaient effrayés par ce retournement de situation, Yang Bai s'attendait à quelque chose de similaire. Il utilisa donc son souffle de givre et arrêta le soleil flamboyant. Mais cela n'arrêta pas Guanli. Il fendit le soleil presque gelé, tentant de frapper l'ennemi. Mais quelque chose tourna mal. Seuls d'excellents réflexes lui ont permis d'esquiver et de repousser l'attaque à l'arme blanche. Après tout, Guanli avait de nombreux ennemis qui voulaient sa mort, dont Mo Jinggu, qui était même capable d'apprécier les compétences de son adversaire, reconnaissant sa force et son habileté. Mais même s'il savait qu'il était en infériorité numérique, Monsieur Zhu s'est précipité dans l'attaque. C'était naïf de penser que ses ennemis resteraient plantés là à attendre qu'il les mutile ou les tue. Ils contre-attaquèrent donc, l'empêchant de former une ligne. Guanli était encerclé. Seuls les dieux pouvaient le sauver et l'aider. Mais il était évident qu'il n'était pas pressé d'intervenir dans la situation actuelle. Pendant ce temps, les hommes de M. Gon continuaient de perfectionner leur technique pour capturer ou tuer l'homme. Et après quelques minutes seulement, d'énormes serpents d'énergie commencèrent à en émerger, qui étaient entremêlés les unes aux autres, ressemblant à une cage ou à un filet dont il n'est pas si facile de s'échapper. Tout cela paraissait étrange, et Guangli ne comprenait pas pourquoi Yang Bai continuait d'utiliser des techniques aussi inutiles, étant donné que cet homme
avait appris les 9 formations yin. Il n'y eut pas de réponse, ce qui n'avait rien de surprenant. Guanli, sans plus attendre, trancha la cage du serpent spirituel. Mais cela n'impressionna pas Yang Bai, qui croyait que la vérité était de son côté, ce qui signifiait que l'ennemi avait tort. Après quoi, il activa sa formation. Et tous les efforts de Guanli furent vains, car les serpents morts commencèrent à reprendre vie, et même à faire repousser les parties qui leur manquaient. Et cela posait déjà problème, car peu importe le nombre de reptiles que Guanli tuait, ils revenaient à la vie. Et il y en avait de plus en plus. Et pendant qu'il s'occupait de certains, d'autres s'enroulaient autour de ses jambes et le tiraient vers le bas. L'homme comprit qu'il avait choisi la mauvaise tactique, car s'il persistait dans cette voie, il ne ferait qu'accroître le nombre de serpents au lieu de les vaincre, et leurs morsures étaient douloureuses. Et même si ce n'était que douloureux, elles empoisonnaient son corps et absorbaient son énergie spirituelle. Et pendant qu'il réfléchissait à la suite des événements, Yang Bai ajouta le second souffle de givre au serpent, ce qui gela rapidement l'ennemi. De côté, M. Mo observait tout cela, réalisant que M. Zhu ne pourrait pas résister à un si grand nombre de techniques secrètes de Yang Bai. Bientôt, l'homme commença vraiment à ressembler à une installation de glace et de neige de sculpteurs impressionnistes. Mais n'oublions pas que Guangli n'était pas du genre à se soumettre au destin, non. Il était du genre à dépasser ses limites et à survivre. Il utilisa donc la technique secrète sang bouillant, âme flamboyante, et en un instant, il s'échappa de sa captivité glaciale. Ce n'était pas ce que ses ennemis avaient prévu. Alors Jingu l'attaqua avec des plumes d'aigle de fer. Tout était vain. Mais Guanli n'allait plus le gaspiller en futilité. Alors il détruisit l'oiseau de fer d'une seule technique de feu. Mais cela ne lui suffisait plus. Il ne pouvait plus se contrôler et était prêt à tout faire sauter. Et si Yang Bai pensait être le seul ici à être fort et unique et à pouvoir utiliser les 9 formations yin, il se trompait lourdement. Car Guangli activa la formation de feu des 9 yin, les fleurs flamboyantes de la cité sensuelle. Certains de ses adversaires n'étaient pas très malins, considérant cette formation comme un sort faible qui pouvait facilement être détruit en le serrant plus fort dans la main. L'homme était naïf et stupide, car en un instant, la fleur transforma l'homme vivant en un squelette blanc. Contrairement à ces hommes, Yan Bai comprenait parfaitement le danger de cette formation et ordonna donc à ses assistants de créer immédiatement une zone d'eau. Malgré tous leurs efforts, il manquait de force et de vitesse, et M. Mon dut intervenir à nouveau, car lui aussi commençait à comprendre qu'il était confronté à un adversaire redoutable, capable d'anéantir tout sur son passage, lui y compris. En lâchant ses oiseaux et en les dirigeant vers les fleurs, il espérait donc prendre l'avantage au combat. Pendant ce temps, le personnage principal, allongé en contrebas, observait avec flegme tout ce qui se passait à quelques mètres de lui, se demandant qui étaient ces gens et pourquoi ils l'empêchaient de mourir en paix. Et Guanli avait déjà formé une nouvelle attaque de feu et l'avait lancée sur ses ennemis, tandis qu'il ressemblait à un véritable dieu du feu. Le feu engloutit tous ceux qui se trouvaient sur le chemin du jeune homme, ne laissant derrière eux même pas un tas de cendres. Yan Bai était la seule à avoir réussi à contenir le feu et à ne pas se laisser atteindre. Mais même elle avait eu du mal à y parvenir. Le problème était évident. Monsieur Gong comprit que son adversaire avait pris la forme de Zuran. Et cette forme était l'arme la plus dangereuse, et le feu de l'homme devint bien plus puissant, allant jusqu'à faire fondre le fer de Monsieur Mo, qui comptait tant sur elle. Mais s'ils pensaient que c'était là le but ultime de leur plan raté, ils se trompaient, en voyant des empreintes géantes sur le sol qui se remplissaient de lave. Et ces traces avaient été laissées par Guanli, qui ne ressemblait guère à un être humain, et qui de plus se demandait si Yang Bai et Jingu étaient des immortels, puisqu'ils osaient parler de génie et de grandes lignées devant lui. Les conspirateurs restèrent silencieux et observèrent leur adversaire s'approcher, bien que M. Gong pensât que son troisième souffle de givre serait capable de résister à la forme de feu de M. Zhu. Mais il y avait manifestement un problème, car rien ne s'est produit lorsque la technologie a été activée. Plus précisément, comme si de rien n'était, l'homme commença à s'étouffer. Et il ne fut plus question d'une troisième respiration. Alors M. Mo lui suggéra de s'enfuir. Pendant ce temps, Guangli ne prêtait aucune attention à ses adversaires.
Il comprenait que sa dynastie avait été déshonorée et qu'aucun fleuve ne pourrait laver cette honte. Prenant conscience de sa culpabilité et de son implication dans ce cauchemar, l'homme laissa couler une unique larme, amère, et qui s'évapora aussitôt. Et l'homme décida que lui seul pouvait se suicider, car seul Zuran pouvait détruire son âme, la réduisant en cendres. Puis il a finalement proposé de se couper la tête, mais il n'avait aucune intention de s'enfuir et est resté sur place, se comportant comme un véritable psychopathe. Mais il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un profite de cette offre alléchante. Aussi la décapitation de M. Guan Li fut-elle une surprise pour tout le monde. Mais le choc initial passa rapidement, et Yan Bai reconnut le nouveau personnage comme étant Li Yiya, qui avait décapité leur ennemi. Ils ont même rassemblé leur courage et tenté d'exprimer leur vif mécontentement au jeune homme. Mais un seul regard de sa part a suffi à leur faire changer d'avis brusquement. De plus, il leur semblait que Li Yi allait les tuer d'un seul regard dans la minute qui suivait. Alors ils prirent la tête de M. Zhou et s'enfuirent. L'homme resta dans la clairière calcinée et contempla le corps décapité de Guan Li. À ce moment précis, son artefact hurla, et la personne à l'autre bout du fil assura son interlocuteur qu'il avait rempli sa part du marché et qu'il ne devait plus rien à personne. Li Yi ne répondit pas et continua de rester là à regarder le corps de Guan Li sous la forme de Zuran. Puis il s'est lassé de faire ça, et la meilleure solution lui a semblé être de tout faire sauter et de ne laisser aucune trace. La bataille était terminée, et la paix revint sur la terre pécheresse. Même le soleil apparut derrière les nuages. Et au milieu de ce calme et de cette tranquillité, d'étranges choses commencèrent à arriver au personnage principal. Il puisa de nulle part la force de se battre pour sa vie, et ce malgré le fait qu'il y a quelques minutes à peine, il souhaitait s'éteindre paisiblement dans l'autre monde, et qu'à présent, il avait même pris une position assise. Et dans sa tête, cette pensée résonnait clairement comme une alarme, lui disant qu'il était trop tôt pour mourir, qu'il voulait vivre, quoi qu'il arrive. Il savait parfaitement que ses chances n'étaient pas très élevées. Mais il ne se serait pas pardonné de ne pas essayer. Alors, même si c'était difficile pour lui, il a procédé étape par étape, en espérant une issue favorable. Cependant, ses jambes le lâchèrent au moment le plus inopportun, et le jeune homme fit une chute spectaculaire. L'atterrissage n'était pas agréable non plus, face contre terre, douloureux, gênant et humiliant. Mais cela n'avait pas vraiment d'importance, car l'homme comprenait qu'après la bataille entre des personnalités aussi exceptionnelles, il devait rester quelque chose d'utile sur Terre, quelque chose qui lui sauverait la vie. Mais jusqu'à présent, il n'avait trouvé que des morceaux de chair, des cendres de corps brûlés et du métal carbonisé. C'était dommage d'admettre que tout cela ne servait à rien, ou plutôt à rien, quand soudain, parmi d'autres objets inutiles, il trouva une magnifique bouteille. Et dans la bouteille se trouvait un véritable trésor spirituel. Dans ce petit objet, le garçon reconnut immédiatement quelque chose qu'il avait autrefois possédé et qu'il avait perdu à cause d'un concours de circonstances. Le destin lui offrait maintenant une seconde chance qu'il n'allait pas laisser passer. Il avala la pilule d'ouverture des méridiens et le processus de restauration de l'énergie spirituelle commença. Ce n'est pas que le personnage principal ait particulièrement apprécié ce processus. Il était tout de même assez douloureux. Mais il n'avait néanmoins pas de meilleure solution au problème. Cela dura un certain temps. Le soleil commença même à s'endormir, et le jeune homme avait meilleure mine. La pilule avait complètement redonné au jeune homme toute sa vitalité. Le destin lui avait finalement souri, et lui avait fait un cadeau généreux. Après cela, l'homme décida d'enterrer avec les honneurs les personnes grâce auxquelles il pourrait voir l'aube. Même s'il ne les connaissait pas, il leur était reconnaissant. Et tout se déroulait comme prévu, quand soudain une lueur dorée s'éleva de la tombe et se posa sur la main du jeune homme. Mais cette lueur était inhabituelle. Elle transporta d'une certaine manière le jeune homme dans l'espace. Le plus intéressant, c'est qu'il n'était pas seul, et qu'une silhouette humaine est apparue au loin. L'étranger, quant à lui, ne réagit d'aucune manière à l'apparition du protagoniste, qui tenta d'engager la conversation afin de comprendre où il se trouvait et ce qu'il devait faire ensuite. Soudain, une voix déclara que cet homme ne possédait pas suffisamment d'énergie spirituelle. Puis, un signe apparut, présentant différentes techniques et leurs différents niveaux. Quelqu'un ou quelque chose a suggéré à cet homme
d'essayer d'utiliser le 9e rang de l'épée et le 1er rang du taoïste. Et puis, quelque chose d'encore plus incroyable s'est produit. La silhouette a commencé à aspirer l'homme à l'intérieur d'elle-même. Et lorsque l'homme ne fit plus qu'un avec la silhouette, il entendit un salut. Mais il n'était pas le maître unique de la terre sacrée de Dongzhenghu. Il s'avéra que Jiangwan s'était retrouvé dans le monde illusoire de Taihu, qui ne différait en rien de la réalité, à ceci près que personne ne pouvait l'atteindre physiquement. Il pouvait également étudier et perfectionner diverses techniques en s'entraînant au combat et en augmentant son niveau de cultivation, ainsi qu'accumuler des points de mérite lors d'affrontements directs avec d'autres cultivateurs. Il y avait au total 72 terres sacrées. Parmi les 36 terres, chacune produisait 10 points de plus que la précédente, et la dernière en produisait 100 de plus. Sa terre était en 23e position, et de plus, la quête principale était censée commencer dans 30 jours. Ayant reçu toutes les informations nécessaires, l'homme retourna à son époque, réalisant que ce qui lui était arrivé était loin d'être normal et qu'il lui faudrait du temps pour tout accepter et comprendre. Mais tout cela viendrait plus tard. Pour l'instant, il devait retourner à l'académie avant les élections du cercle restreint et se venger de ses anciens amis pour toutes les humiliations et trahisons qu'il lui avait infligées. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quelques jours plus tard, Jiangwan retourna au village des érables. On pourrait même dire que l'académie l'a accueilli à bras ouverts. Du moins, certains de ses membres. Mais l'homme n'a prêté aucune attention aux salutations et aux cris, et s'est comporté de manière extrêmement provocante. Et si cela a semé la confusion chez les plus jeunes élèves, qui avaient peur d'approcher le garçon, Du Yohu, lui, n'en a pas souffert. Il a serré son ami fort dans ses bras, car il était sincèrement heureux de son retour, et même si tout le monde autour de lui disait qu'il était mort, le deuxième frère n'y a jamais cru. Mais le premier frère cité, Lin He, bien qu'il souriât et eût l'air affable, il y avait une froideur dans ses paroles. Il n'était donc pas difficile de deviner qu'il n'était pas content du retour du troisième frère cité. Zhao Ruchen, le 5e frère juré, n'était pas non plus ravi de le voir, et n'a pas hésité à se moquer des vêtements sales et déchirés du personnage principal, le traitant presque de mendiant. Étonnamment, Jiangwan ne prêta aucune attention à tout cela, et ne réagit même pas au fait que Yohu était sur le point de l'entraîner dans la taverne et de l'enivrer. Il se contenta de fixer droit devant lui, sans ciller. Les autres frères devinrent curieux de savoir ce qui avait tant attiré l'attention de leur frère adoptif. Le 4e frère juré, Fang Pengdiu, s'approcha d'eux et estima que le protagoniste aurait dû avertir tout le monde avant de partir en voyage, car ils étaient très inquiets pour lui. Une telle préoccupation pourrait en tromper plus d'un. Mais pas Jiang Wang, qui, pendant les 57 jours, pensa au 4e frère, imaginant leur rencontre. Mais il ne se laissa pas émouvoir par cela, croyant que le protagoniste se trompait sur quelque chose. Il était si inquiet qu'il envoya même ses hommes à sa recherche. Et ces conversations auraient probablement dégénéré en dispute, mais Yohu avait envie de boire. Et d'une manière générale, il était offensé que le personnage principal ne pense qu'au 4e frère et l'ait oublié. La situation étant devenue tendue, Lin He décida de jouer les médiateurs, affirmant que les frères soutiendraient, écouteraient et apporteraient toujours leur aide à Jiangwang, qu'il s'agisse d'un simple différend ou d'une procédure judiciaire de haut niveau, pourvu qu'il se calme et réfléchisse clairement. Le protagoniste comprenait parfaitement les raisons des inquiétudes de son frère aîné, car lui-même était blessé et dégoûté par le fait que l'un d'eux ait renié ses serments pour un gain personnel. Les accusations sortaient facilement de la bouche du jeune homme. Mais le problème était que, sans preuve, ce n'étaient que des paroles en l'air, qu'il ne fallait pas lancer à la légère. Mais Jiang Wang disposait d'une preuve irréfutable, qu'il a démontrée à tous. Et si quelqu'un voulait voir le vide, il se trompait lourdement. Le personnage principal a traîné son complice Peng Jiu devant ses frères. C'est ce serviteur de la maison de Peng Jiu qui transmit au protagoniste le message selon lequel son frère souhaitait le rencontrer pour célébrer sa victoire sur l'un des gangs. Et c'est alors qu'il fut empoisonné avec le vin servi à table. C'était une bombe, et M. Fan comprit que si son serviteur ouvrait la bouche, il aurait de gros ennuis. Il décida donc personnellement de le tuer, déclarant qu'il ne méritait pas de vivre,
puisqu'il avait tenté de nuire à son frère. Le serviteur était mort. Il n'y avait plus rien à craindre, pensa le quatrième frère, demandant au protagoniste de ne pas y prêter attention, car quelqu'un voulait simplement se quereller entre eux, rien de plus. Mais malgré tous les efforts du quatrième frère pour dissimuler son crime, il n'y parvint pas, car son serviteur avait déjà consigné les détails de leurs méfaits par écrit. Et maintenant, connaissant toute la vérité, Jiang Wan n'allait pas reculer. Sa colère envers son frère était si forte que seule la mort pouvait l'apaiser. À présent, Peng Jiu était terrifié. Il décida même de remettre l'épée à son ami pour qu'il puisse le tuer avec, espérant que son geste adoucirait le cœur du protagoniste. L'action porta ses fruits, et bien que Jiang Wang ne se soit pas adouci, les autres frères le crurent et prirent son parti. Les anciens observaient tout ce qui se passait depuis la ligne de touche, impuissants à intervenir, n'ayant ni la force, ni le courage de supporter tout cela. Puis Jiang Wan, ignorant les clameurs de la foule, dégaina son épée pour tuer le traître. Personne ne s'attendait à ce qu'il ose faire une chose pareille. Il ne pouvait donc que regarder, les yeux écarquillés. Un seul coup précis suffit au protagoniste pour faire tomber l'épée des mains de son adversaire, le faisant s'écrouler face contre terre. Le comportement de Jiang Wang laissa ses frères jurés perplexes. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils puissent faire cela à leur quatrième frère juré. Mais ils devaient comprendre que ce n'était pas dans sa nature de franchir cette limite, et que s'il l'avait fait, c'était pour de bonnes raisons. Pendant ce temps, Peng Jiu s'efforçait de toutes ses forces de susciter la pitié, faisant appel à la conscience du jeune homme et à leur longue amitié. Mais ces paroles ne firent qu'attiser la colère du protagoniste, car il ne désirait que la vengeance, et il vaudrait mieux que son adversaire la ferme, car toutes ces paroles déshonoraient les notions d'amitié, de loyauté et de camaraderie. De plus, il était amusant de voir comment le quatrième frère juré esquivait l'attaque du personnage principal, car 1 minute auparavant, il lui avait promis sa vie, mais l'avait esquivé. Par ailleurs, s'il était mort ce jour-là, l'histoire se serait arrêtée là, mais puisqu'il était en vie, Peng Jiu devait payer l'insulte de sa propre vie. Le quatrième frère n'allait pas tolérer cet état de fait, car à son avis, son interlocuteur n'était pas du tout une victime, et en réalité, c'était lui qui avait donné à Wang Diang l'occasion d'agir noblement, occasion qu'il avait manquée. Et en général, c'est uniquement à cause de son entêtement que le jeune homme s'est retrouvé dans la situation où il se trouvait. Et le quatrième ne se considérait pas obligé ou redevable envers son adversaire, montrant ainsi son vrai visage peu engageant. Il était évident que toute discussion supplémentaire était inutile. Et puisque le quatrième frère, Navan, n'admettait pas sa culpabilité, le protagoniste n'avait d'autre choix que de recourir à la dernière solution. Jiang Wan s'approcha du grand maître, prétendant être son disciple, et affirmant que le quatrième frère juré, Peng Jiu, l'avait pratiquement tué, et que par conséquent, la colère qu'il ressentait maintenant ne pouvait être apaisée. Il devait donc se venger. Par conséquent, dans la situation présente, la seule issue était un duel à mort. La justice était le seul moyen de résoudre ce problème. Et comme Peng Jiu faisait toujours partie du clan, il n'avait d'autre choix que de refuser le duel prévu. Le jeune homme lui-même comprenait qu'il s'était mis dans une impasse dont il ne pouvait s'échapper. Mais il n'allait pas se laisser faire sans combattre. Et puis, quelque chose de véritablement incompréhensible commença à se produire. C'était comme si la nature était devenue folle et faisait tournoyer des feuilles jaunes dans une valse autour des jeunes gens. Tout cela n'était pas dû au hasard. Et la nature a accompagné et soutenu l'émergence d'un nouveau personnage qui a toujours aimé les apparitions spectaculaires. Il était le chef du clan, et lui seul avait le droit de décider si le grand duel de justice aurait lieu, et selon quelles règles, entre les membres de son clan. Après un bref moment de réflexion, Don A décida que le grand duel était le seul moyen pour les garçons de régler tous leurs différends, et pour s'assurer que tout se déroule équitablement, il activa la cage de jade. Et en un instant, les racines terrifiantes des arbres géants, s'entremêlant les unes aux autres, isolèrent tous les étrangers de leurs rivaux. Et maintenant, les garçons se tenaient face à face, se dévisageant du regard, réalisant qu'ils n'avaient nulle part où fuir, et que tous les élèves de l'académie les observaient attentivement, ainsi que le directeur lui-même. Peng Jiu n'avait en réalité ni prévu un tel duel, ni obtenu l'autorisation du chef de clan. Il savait qu'il avait peu de chances de gagner, et une mort certaine l'attendait. Même si, par miracle, il l'emportait,
le directeur de l'académie lancerait sans aucun doute une enquête. Et il devrait alors de nouveau traverser tous les cercles de l'enfer, car il était peu probable que quiconque le laisse en vie après ce qu'il avait fait. C'est pourquoi il décida qu'il valait mieux s'enfuir maintenant, tant qu'il subsistait encore une infime chance de saluer. Ce type a omis de prendre en compte un détail important. Don A n'a pas activé la cage de jade sur un coup de tête, mais bien pour empêcher la fuite de l'un des participants au duel, comme l'indiquait clairement la branche à la pointe acérée qui se dirigeait rapidement vers l'un des duellistes. 1 seconde de plus, 1 millimètre de plus, et le garçon aurait perdu un œil, car la branche s'est arrêtée à quelques millimètres de sa pupille, l'avertissant qu'il ne pourrait pas s'échapper. Il était évident que Peng Jiu n'avait désormais d'autre choix que de perdre la vue ou de tenter de vaincre le protagoniste, deux options qui semblaient peu prometteuses. Entre-temps, le chef du clan donna le signal, ordonnant aux garçons de dégainer leurs lames et de commencer le duel. Car une règle est une règle, et un duel est un duel. Un seul d'entre eux survivra, prouvant ainsi son point de vue, même s'il avait initialement tort. Après quoi, grâce à sa racine miraculeuse, il souleva l'épée de Peng Jiu du sol et la lui lança. Quoi qu'il en soit, le jeune homme était également bien entraîné. Aussi attrapa-t-il facilement l'épée qui lui était lancée et la serra dans sa main. Le combat allait commencer, et les élèves de l'académie commençaient même à parier sur lequel des deux jeunes hommes l'emporterait, car l'un était numéro 1 et l'autre numéro 2 au classement général de l'académie, ce qui rendait difficile de prédire l'issue du duel. Yohu voulait intervenir dans la confrontation entre les deux jeunes gens, mais le premier frère cité l'en a empêché, faisant remarquer que, puisque le chef du clan était intervenu, ils étaient impuissants. De son côté, Jiang Wan n'avait aucune intention d'attaquer son adversaire en premier. Il attendait le moment opportun pour l'attaquer ou se préparer à repousser son attaque, car il se distinguait par sa noblesse et n'attaquait jamais par derrière. Peng Jiu était déjà prêt à entamer le duel, mais il ne comprenait pas pourquoi son soi-disant frère ne pouvait pas rester tranquille après son retour et avait conduit la situation à l'absurde. Après tout, dans l'ensemble, le jeune homme voulait simplement devenir plus fort et ne voyait rien de mauvais ou de répréhensible dans ses actions. C'est pourquoi, sans le moindre remords, il décida de terminer ce qu'il avait commencé et fut le premier à attaquer le personnage principal. Mais il n'était pas du genre timide et possédait les compétences suffisantes pour repousser une attaque aérienne et en sortir indemne. De plus, les paroles du quatrième frère nommé provoquèrent chez lui indignation et colère. Bien qu'elles paraissent absurdes, mais elles confirmèrent au troisième frère qu'il avait raison dans sa décision et que le quatrième devait mourir. Mais ce combat ne serait pas si facile. De plus, Peng Jiu s'était déjà éloigné de la zone de défaite et avait remarqué que le visage confiant de son adversaire l'irritait toujours. Il avait toujours envie de le frapper pour effacer cette expression une fois pour toutes. Le jeune homme rassembla alors toutes ses forces, démontrant ainsi le succès qu'il avait obtenu en peu de temps. Il devint évident qu'il avait ouvert les méridiens, ce qui signifiait qu'il avait volé la pilule au troisième frère, pilule que celui-ci avait gagnée à la sueur de son front. Peng Jiu se sentait désormais supérieur, car même si son maniement de l'épée était inférieur à celui de son adversaire, il avait ingéré la pilule d'ouverture des méridiens, et Jiang Wan était désormais impuissant face à lui. Mais il avait tout faux, car le personnage principal pour obtenir cette pilule s'est introduit par effraction dans le repère de bandits de l'Ouest, a traversé de nombreux combats sanglants et a finalement détruit leur nid. Il a été blessé 13 fois, dont 2 fois mortellement. Il est rentré chez lui de justesse, et maintenant, il est prêt à se venger. Et cette pilule du méridien ouvert, il l'avait obtenue au prix de larmes, de sueur et de sang, si bien que le personnage principal se demandait si elle avait apporté le bonheur au quatrième frère mentionné. Mais ce n'est pas ce discours enflammé qui impressionna Peng Jiu, mais le fait que Jiang Wan ait ouvert les méridiens. Car cela n'aurait pas pu se produire, puisqu'il avait volé la pilule, puisqu'il l'avait mangée. Son frère n'aurait donc pas pu obtenir un tel résultat. La conversation prit fin, et les jeunes hommes croisèrent leurs lames. Peng Jiu ne comprenait pas comment Jiang Wan était devenu si fort, comment il avait pu ouvrir ses méridiens, comment il avait pu le repousser au combat. De plus, le personnage principal avait réussi à le blesser, alors ce dernier décida de se calmer d'abord, car pendant 57 jours, il avait médité et presque complètement dissous la pilule dans son corps.
et son adversaire était gravement blessé et ne survivrait pas longtemps. Il devait donc surmonter la douleur et la peur et tuer le troisième frère mentionné. Mais malgré tous ses efforts, le personnage principal parvenait à bloquer ou à repousser son attaque. Don A observait attentivement tout ce qui se passait autour de lui et en tirait ses propres conclusions. Les cinquième et deuxième frères jurés observaient également de près les duellistes, et Ruchen remarqua également que quelque chose n'allait pas avec les méridiens de Jiang Wang. Néanmoins, les deux jeunes hommes ont bien tenu tête jusqu'à présent. Mais à un moment donné, Jiang Wang passa de la défense à l'attaque, persuadé qu'une attaque aérienne pourrait renverser le cours de la bataille. Cependant, Peng Jiu pensait que cela jouerait en sa faveur, car la stimulation des méridiens de l'ennemi ne pouvait pas durer éternellement, ce qui signifiait qu'il lui porterait un coup fatal dans les minutes qui allaient suivre. Le moment opportun arriva assez vite, et Peng Jiu décida de porter le coup de grâce à son adversaire. L'épée du jeune homme transperça le flanc du troisième frère cité. À ce moment-là, le traître n'avait pas encore compris qu'il avait perdu, croyant la victoire acquise grâce à la précipitation du personnage principal. Et il n'était pas loin de la vérité, car le jeune homme voulait vraiment qu'il meure rapidement. Alors il contre-attaqua immédiatement. Le coup porté par le personnage principal était si habile qu'il ne fut pas immédiatement perceptible. Et il frappa la main droite de son adversaire qui tenait une épée. Après cela, il en serait à peine capable, car il ne pourrait pas faire repousser son membre. Tout ce qu'il pourrait faire serait de hurler de douleur et de surprise, et de regarder sa main et son épée tomber au sol. Mais Jiang Wan n'allait pas s'arrêter là. Il sauta sur son adversaire et le frappa à la poitrine avec son coude. Le silence qui régnait alentour fut rompu par le craquement des os, les côtes de Peng Jiu s'effritant comme des graines. Et les jambes du type ne purent plus le soutenir, si bien que la force du coup du personnage principal l'envoya voler. Seule la cage de jade avait d'autres plans. Les racines attrapèrent le garçon par les jambes pour le ramener dans l'arène des duels. Pendant ce temps, Jiang Wan sortit l'épée de son ancien ami de son flanc, déclarant que pendant les 57 jours précédents, il avait rêvé de ce moment, imaginant dans les moindres détails comment la justice serait rendue de ses propres mains. C'est seulement à ce moment-là que Peng Jiu réalisa que le protagoniste connaissait sa faiblesse et qu'il allait en profiter, raison pour laquelle il l'avait attiré dans un piège. Et comme il n'avait aucune intention de s'arrêter, le garçon regarda avec horreur Jiang Wang, qui l'attaqua de nouveau. Il ne lui restait plus qu'à supplier le troisième frère de s'arrêter et d'avoir pitié de lui. Mais le protagoniste ne l'écouta pas. Alors le traître se tourna en larmes vers le chef du clan, le suppliant de lui sauver la vie, car il était, après tout, l'héritier de la famille Fan, l'un des piliers du village d'Érable. Certes, Don A n'avait aucune intention d'intervenir dans le combat, car il ne s'agissait pas d'un simple entraînement jusqu'au premier sang, mais d'un duel à mort, et un seul devait survivre. Ainsi, le vieil homme se dégagea de toute responsabilité et libéra le troisième frère de toute contrainte. La mort, en la personne de Jiang Wang, s'approcha tout près du traître. Il sentit son souffle sur sa peau. Alors il tenta une dernière fois de négocier sa vie, de tout expliquer à son ami. Le protagoniste, intrigué, voulut entendre un autre conte de fées, mais Peng Jiu disait la vérité. Il souhaitait simplement être à la hauteur des attentes de son père. Cependant, malgré tous ses efforts, il ne pouvait rivaliser avec le génie de Jiang Wang, qui avait même reçu la pilule d'ouverture des méridiens. Il n'eut donc d'autre choix que de recourir à des mesures extrêmes. Et en général, depuis qu'il a volé la pilule, il n'a plus pu dormir normalement. Sa conscience le tourmentait, et le personnage principal est resté en vie et est rentré chez lui, donc on peut lui pardonner son erreur. Il était amusant de penser qu'un discours aussi enflammé puisse adoucir le cœur du protagoniste. Par conséquent, personne ne fut surpris que le jeune homme ait transpercé le corps de son ancien ami de son épée. Malgré toute la douleur, malgré tout le désespoir qu'il avait éprouvé dans ce village, Jiang Wan ne pouvait pardonner à son quatrième frère d'armes, mais il espérait qu'il reposerait en paix. Le combat prit donc fin, et le protagoniste réalisa que ses méridiens étaient devenus plus flexibles qu'avant le début du combat. De plus, une fois dans le sous-espace, il vit le ver de son véritable esprit planer autour de lui. Le jeune homme comprit alors que c'était ce ver même qui avait stimulé ses méridiens tout au long de la bataille, l'aidant ainsi
à remporter la victoire. Mais le protagoniste fut tiré de ses pensées par la voix du chef du clan, qui lui demanda de le suivre immédiatement, car ils avaient quelque chose à lui dire. Même si le protagoniste désirait ardemment se retrouver seul avec ses pensées pour comprendre ce qui s'était passé, il ne pouvait désobéir à un ordre direct de son supérieur. Lorsque l'homme et Jiang Wang se retrouvèrent seuls, le chef fit remarquer qu'avant le duel, le garçon n'avait pas fourni de preuves claires de son innocence, malgré le fait que le témoignage du serviteur, bien que présent, était difficilement acceptable comme seule preuve fiable de la culpabilité de Peng Jiu. Dans ce cas précis, la meilleure solution, de l'avis du chef du clan, aurait été d'attendre la décision du tribunal et une enquête approfondie, mais son élève a agi de manière plutôt imprudente, en défiant son ennemi en duel à mort et en le tuant. Mais le protagoniste avait un avis différent. Il comprenait parfaitement que les élections pour le cercle restreint auraient lieu dans 2 jours. Et considérant que Peng Jiu avait ouvert tous les méridiens, il serait certainement choisi, devenant ainsi intouchable. Jiang Wan prit donc le risque et ne le regretta pas. Dong comprenait en partie son élève. Mais il avait besoin d'une explication quant au fait que Jiang Wang avait réussi à ouvrir les méridiens, malgré le fait que son récent adversaire lui avait volé la pilule d'ouverture des méridiens. La question se posait donc de savoir comment il avait pu obtenir ce résultat. Le jeune homme ne cacha pas la vérité et raconta que, alors qu'il était pratiquement inconscient, il avait été témoin d'une bataille épique, après quoi il avait trouvé une pilule d'ouverture des méridiens sur un cadavre nommé Guan Li. Pour corroborer ses dires, il peut conduire le chef du clan aux tombes qu'il a laissées dans ce lieu maudit. Et il est fort probable que les autorités étaient déjà au courant de cette bataille. Cette confession fut une surprise pour Don A, mais à présent, beaucoup de choses s'éclaircissaient, et l'on pourrait dire qu'elle apporta un soulagement et fit la lumière sur ce qui s'était passé. L'homme ne doutait pas de la véracité des propos du protagoniste, et le laissa donc tranquillement quitter son domicile. Dès que le jeune homme sortit de la maison, son 5e frère adoptif accourut vers lui. Le protagoniste fut un peu surpris de le voir là, ne comprenant pas où étaient tous les autres, ni pourquoi Ru Chen était venu le voir. Il s'est avéré que le premier frère juré avait demandé à Ru Chen de prendre soin du corps, mais le second frère juré avait disparu. Le protagoniste comprenait parfaitement que Yehu s'était très probablement réfugié dans un coin et était en train de s'enivrer. Un tel comportement était normal pour lui, et tout à fait compréhensible après tout ce qui s'était passé. La tristesse envahit le jeune homme. Alors Ru Chen décida de prendre les choses en main, déclarant que les scélérats qui avaient livré leur frère méritaient de mourir, et que les aînés comprendraient bientôt cette vérité simple, mais amère. Jiang Wan ne devait donc pas s'affliger, et devait absolument l'accompagner pour partager un bon repas et boire un verre. Mais le jeune homme ne voulait ni manger, ni boire, ni communiquer. La seule chose qui lui ferait du bien à cet instant était un bain et du sommeil, et tout le reste n'avait aucune importance. Bien que cette réponse n'ait pas satisfait le 5e frère cité, et l'ait même un peu offensé, le garçon n'a rien exigé et a laissé son 3e frère cité dans sa fière solitude avec ses tristes pensées. Dès qu'il entra dans la maison, les souvenirs de cette époque merveilleuse lui revinrent en mémoire, lorsqu'il ne faisait qu'un avec ses frères d'armes, riant, s'amusant, parlant de choses insignifiantes, mais heureux. À présent, tous avaient goûté à la trahison, à la douleur et à l'incompréhension. C'était douloureux de réaliser que ces jours étaient à jamais révolus, que leur amitié appartenait au passé, que leur compréhension mutuelle était du passé, qu'ils avaient changé, et que rien ne pouvait être ramené en arrière. À ce moment-là, Jiang Wang se souvint d'une situation de son enfance qui avait également marqué un tournant dans son destin, lorsqu'il avait rencontré un immortel qui lui avait proposé de l'accompagner alors qu'il était encore très jeune. Le plus intéressant, c'est qu'une partie de son esprit s'était séparée de son corps et était prête à partir avec l'immortel, n'importe où et à tout faire. C'était tellement tentant pour un petit enfant. Voyant que l'esprit était attiré par l'esprit de l'homme, il demanda à les accompagner et à les former, car ils étaient de véritables frères. Mais le problème était que l'esprit immortel n'était disposé à prendre qu'un seul élève et à lui enseigner tout ce qu'il savait. À cet instant, l'esprit de l'enfant fit son choix. Il poussa le garçon vivant du haut de la falaise, voulant devenir le seul disciple
de l'esprit immortel. L'enfant n'arrêtait pas de tomber dans le vide, sans comprendre pourquoi un acte aussi monstrueux et injuste lui était arrivé. Il était insensé d'espérer que quelqu'un puisse survivre à une chute d'une telle hauteur. Mais l'enfant a eu de la chance. Sa chute a été amortie par l'eau. Mais il y avait quelques nuances à cela. Il a commencé à se noyer. Bientôt, le garçon se transforma en un jeune homme qui continuait de se noyer, suffocant dans l'eau de la rivière, haletant et incapable de remplir ses poumons. L'esprit immortel prit alors la parole, demandant au protagoniste de se souvenir que le cœur de l'homme qui l'avait jeté du haut de la falaise n'était pas aussi bon que son habileté à l'épée, mais que son cœur était beaucoup plus dur, et que le chemin d'un cultivateur était une bataille éternelle, y compris contre soi-même. En entendant ces mots, Jiang Wan se réveilla en sursaut et se redressa brusquement dans son lit en poussant un cri silencieux, réalisant qu'il ne s'agissait que d'un rêve, mais que même dans ce rêve se trouvait un grain de vérité qu'il devait comprendre et accepter. Le plus étonnant, c'est que ce rêve a tourmenté le jeune homme pendant plus d'une journée, le forçant à se réveiller en sueur froide à chaque fois. Mais malgré tout, le jeune homme réalisa qu'il avait pu dormir assez longtemps. Mais le plus étrange était que les deux frères n'étaient toujours pas rentrés. Mais à ce moment-là, il aperçut son jeune frère dans la cour et lui demanda s'il avait vu ses frères aînés. Ce à quoi le jeune homme répondit qu'il n'avait vu personne nulle part. C'est alors seulement qu'il commença à lui arriver quelque chose d'étrange. Le jeune homme se mit à secouer la tête de gauche à droite comme un jouet, répétant sans cesse qu'il ne voyait personne. Et cela continua ainsi jusqu'au moment où sa tête se détacha et tomba au sol. Mais si quelqu'un pensait que c'était la fin, il se trompait lourdement, car le corps du jeune frère continuait de bouger de façon chaotique, même après avoir perdu la tête. Mais même cela n'était pas le pire. Le pire, c'était que cette manne-tête, qui était tombée récemment au sol, avait pris vie et s'était mise à traquer le personnage principal. C'est seulement à ce moment-là que le jeune homme comprit que le clan avait été attaqué par des monstres et qu'il devait courir, retrouver ses frères aînés et leur raconter cet incident afin de sauver tous les autres. La situation était compliquée par le fait que les intrus avaient installé une barrière complexe qui bloquait l'accès, de sorte que, même s'ils le voulaient vraiment, ils ne pourraient pas se cacher dans la pièce. Soit ils tueraient le monstre, soit il serait tué. Jiang Wang ne voulait pas mourir. Alors il décida d'utiliser ses méridiens ouverts. Il réussit à faire cela, et c'était la première étape. Sa deuxième étape consistait à activer la technique de tir Tsujiu, qui atteignit la cible de plein fouet. La situation commença à se compliquer lorsque le personnage principal subit sa première blessure, et il lui devint beaucoup plus difficile et douloureux de se déplacer. Pendant ce temps, le monstre voulut bavarder un peu, faisant remarquer que le personnage principal avait des jambes très fortes et qu'il était en général assez curieux de voir comment le type utilisait les méridiens qu'il avait récemment découverts. Après quoi, il revissa la tête sur le corps, déclarant que la chair du cultivateur avait un goût divin, surtout lorsqu'il ouvrait ses méridiens, et qu'il était donc impatient de s'en emparer lui-même. Entre-temps, il commença à comprendre que ce monstre était capable de contrôler les cadavres, qu'il n'aurait pas assez de force et qu'il aurait bien du mal à le vaincre. Il n'y avait donc qu'une seule issue, fuir, et dénoncer ce monstre aux frères du cercle restreint, sinon beaucoup pourraient souffrir. Mais le problème n'a pas disparu. La barrière ne s'est pas évaporée, et l'homme l'a percuté de plein fouet, se blessant violemment de partout. Des pensées lui traversaient l'esprit, mais aucune n'était claire. Pas plus qu'un plan pour la suite des actions. Pourtant, un miracle se produisit. Il parvint d'une manière ou d'une autre à détruire la barrière et à s'échapper vers la liberté. L'homme était en train de tomber d'une certaine hauteur, mais il a eu la chance de se rattraper rapidement pour ne pas se casser les membres en tombant au sol. Jiang Wang fut, dans l'ensemble, un homme chanceux, car il atterrit sans encombre et retrouva immédiatement l'un de ses camarades. Li Qiangzu fut agréablement surpris de voir que le garçon avait réussi à utiliser son énergie pour percer le dôme. Il allait maintenant s'occuper personnellement du monstre, et le personnage principal pourrait aller à l'infirmerie pour soigner ses blessures. À ce moment-là, Don A s'approcha d'eux et décida lui aussi de participer à la bataille afin de minimiser les dégâts. Cependant, Jiang Wang n'était pas pressé de partir.
Il considérait qu'il était de son devoir d'informer le maître que le monstre était capable de contrôler les cadavres, et également que l'un des jeunes disciples avait été tué. C'était une nouvelle tragique et déplaisante qui attrista profondément le maître. Mais c'est la vie, et rien ne peut être réparé. Cependant, Dong-A put extraire le poison de la jambe du protagoniste grâce à sa technique d'absorption. Ce fut un processus assez douloureux, mais le résultat dépassa toutes les espérances. Jiang Wang réalisa qu'il n'y avait plus aucun poison cadavérique dans son corps. Il était en parfaite santé. Pendant ce temps, les monstres tentaient de s'échapper dans une direction inconnue, tandis que les cultivateurs étaient occupés les uns avec les autres. D'un côté, il s'agissait d'un phénomène assez objectif. Mais Don-A n'allait pas pardonner au monstre son acte illégal, car il avait tué l'un de ses élèves préférés et devait donc en payer le prix. Et afin d'empêcher les monstres de s'échapper, le chef du clan activa la cage de jade. Les racines de l'arbre rampèrent vers le monstre à la vitesse de l'éclair, bien décidés à l'emprisonner dans leur puissante étreinte. Finalement, le monstre ne s'attendait pas à l'intervention de Dong-A, et maintenant, il ne savait plus quoi faire. La seule décision correcte était de se séparer, afin d'augmenter les chances de survie. La tête et le corps commencèrent à agir séparément. Le monstre comprit qu'il n'avait aucune chance contre Dong-A. La meilleure option était donc de s'enfuir. Pendant ce temps, le corps principal du monstre était piégé dans une cage de jade et transpercé par des centaines d'épines acérées. Entre-temps, le chef tenta de s'enfuir, car de toute façon, ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Mais il était nécessaire d'informer la dame que, dans ce taoïste ordinaire, un homme était apparu qui avait ouvert les méridiens dans des circonstances plutôt intéressantes. Mais le monstre ne put s'échapper, car la cage de jade se transforma en un point de jade et le frappa à la tête. Le monstre réalisa avec stupeur que l'emprise de Don-A était si vaste qu'elle le privait de toute chance de s'échapper. Il tenta néanmoins de s'échapper du champ de bataille, mais échoua une fois de plus, car les racines de l'arbre se transformèrent en une fleur prédatrice et désagréable qui décida de se repaître du monstre. Mais tant que le monstre était encore en vie, Don-A décida de commencer l'interrogatoire. Il devait savoir qui avait envoyé ce monstre à leur clan, et pourquoi diable ce dernier se croyait autorisé à semer la terreur sur son territoire. Les gens avaient vraiment besoin de réponses, que le monstre ne se pressait pas de leur donner, et il exigeait que la personne s'approche le plus possible de lui. Et ce n'est qu'alors qu'il parlerait. Il avait commencé ce jeu en vain, car Don-A n'avait aucune intention de négocier avec les maîtres chanteurs. S'il ne voulait pas répondre, il n'y était pas obligé. Et si la fleur voulait manger, qu'elle mange. Le monstre a signé son propre arrêt de mort, car il a osé ternir la dignité du territoire du clan. Après avoir vaincu le monstre, le chef du clan décida de se rendre auprès du chef de la ville pour lui faire son rapport. Tiangzu était chargé de gérer la situation au sein du clan et de veiller à la sécurité de tous. En voyant le chef de clan battre en retraite, le protagoniste songea qu'il souhaitait lui aussi atteindre le niveau d'un chef de clan et devenir un guerrier de 5e rang. Mais il ne savait toujours pas si cela serait réaliste. À ce moment-là, le 3e frère mentionné s'approcha de lui, tel un diable sorti de sa boîte, et l'effraya. Ru Chen était de mauvaise humeur. Il avait passé toute la journée à la tour de l'encens sans que Madame Miao Yu ne se montre. Il ne comprenait pas pourquoi, car il était devenu un bel homme et avait de l'argent, mais la jeune fille ne lui prêtait aucune attention. C'était triste et pénible, mais le personnage principal était curieux de savoir où étaient passés les 1er et 2e frères, et le 5e devina où il pouvait bien être. Il conduisit donc l'aîné à travers la foule de jeunes frères qui discutaient du récent incident. Ru Chang apprit que la famille Fan avait refusé de reprendre le corps de leur héritier. Mais le frère aîné ne pouvait pas simplement le jeter dans une fosse commune. C'est pourquoi lui et le frère aîné se trouvent maintenant quelque part sur la rive du Saule Vert. Tout se déroula comme le 5e frère l'avait prévu. Le 1er et le 2e se trouvaient près du Saule, où ils avaient enterré le 4e frère, et lui faisaient leurs adieux. Une fois de plus, Ru Chen pouvait être fier de lui, car sa supposition s'était avérée exacte. Yehu et Lin He remarquèrent immédiatement une présence près de la tombe, se retournèrent donc au bruit, et ils n'avaient pas bonne mine, car ils avaient longtemps pleuré leur camarade tombé au champ d'honneur. Lin He comprenait parfaitement que la seule chose qui ne change pas dans ce monde,
c'est que le monde change sans cesse. Car auparavant, tous les frères s'étaient entraînés ici. Ils avaient appris à manier l'épée, ici. Qui aurait cru qu'un jour, l'un d'eux serait enterré, ici? Personne n'aurait pu imaginer que le quatrième frère juré serait capable de commettre une trahison. Qui serait à ce point consumé par le désir égoïste de réussir à tout prix, qu'il finirait dans la terre humide avant les autres. Lin He avait du mal à le croire, car Peng Jiu L'avait autrefois aidé lorsqu'il en avait le plus besoin. Il se devait donc d'enterrer son ancien frère d'armes avec les honneurs, même s'il ne les méritait peut-être pas. Jiang Wan comprenait parfaitement les sentiments de son frère aîné. Et d'ailleurs, ils n'étaient plus des enfants. Il comprenait que Lin He ait le droit d'éprouver de la sympathie pour le traître, mais il n'avait pas le droit de condamner le protagoniste pour son désir ardent d'oublier cette personne. Aussi amer que cela soit à admettre, le protagoniste avait raison. Chacun a le droit d'éprouver des sentiments différents envers Peng Jiu, sans pour autant juger les autres. Mais nous devons aussi comprendre que beaucoup de choses vont changer à l'avenir, et que ces changements peuvent être effrayants. Mais ils sont inévitables, et ne peuvent être ignorés. Pendant ce temps, Ruchan commença à embêter son deuxième frère adoptif, qui pleurait comme une fillette, si bien qu'il ne put s'empêcher de le taquiner. Oui, il l'a fait. Car Yehu a commencé à enseigner la vie aux garçons à coups de menottes, puisque le plus jeune ne comprenait pas qu'il était interdit et dangereux de taquiner ses aînés. Pendant ce temps, le premier frère cité réfléchissait au fait que les changements étaient de toute façon inévitables, et que chacun d'eux devait se laisser porter par le courant, car nager à contre-courant risquait de provoquer trop de chocs et de contusions. Mais si une personne a des pensées et un cœur pur, alors elle peut facilement faire face à tous les changements de la vie et les affronter avec dignité. Entre-temps, une belle jeune fille apparut dans le temple abandonné, sa présence détonnant totalement dans un lieu aussi sale et sordide. Il était clair qu'elle était venue seule dans ce lieu maudit. Mais soudain, un squelette vêtu d'une cape et debout apparut à côté d'elle, visiblement mécontent du lieu de rendez-vous choisi. La sainte taoïste de métal et d'os blancs pensait autrement. Pour elle, cet endroit était le plus pur et le plus beau, car c'était ici que le grand Guan Li était mort, et c'est ici qu'elle pouvait encore ressentir sa délicieuse aura. Le squelette décida d'aller droit au but. Il pensait que Dong A serait une force avec laquelle il faudrait compter, et que cet homme pourrait leur causer beaucoup de problèmes. Il était donc nécessaire de commencer immédiatement à kidnapper des cultivateurs pour les sacrifier. Mais le squelette ne comprenait pas que Dong A était au-delà de ses capacités, et qu'il devait bien réfléchir avant d'agir. S'il voulait tant mourir, elle serait heureuse de l'aider. Il ne lui serait pas difficile, par exemple, de lui couper la tête. Mais puisque l'assistant ne veut pas mourir, ils doivent tous se faire discrets pendant un certain temps et attendre l'apparition de l'enfant Dao, et seulement alors commencer à agir. Les sacrifices pouvaient également être reportés pour le moment, car les anciens avaient élaboré un nouveau plan, et le saint était venu ici précisément pour en discuter les détails. Mais avant cela, la jeune fille avait dit à son complice qu'il avait manqué l'une des victimes qui se trouvait dans ce temple, et qu'elle l'avait rencontrée dans le village de Cléna. Le squelette ne l'écouta pas, et ne s'enquit pas des détails du nouveau plan, mais décida simplement de partir fièrement, lui rappelant que rien ne garantissait que leur divinité reconnaîtrait la femme à son arrivée dans ce monde, et qu'elle ne devait donc pas devenir arrogante. Il partit, et la sainte se retrouva seule, sans comprendre ni imaginer une situation dans laquelle leur divinité ne la reconnaîtrait et ne l'aimerait pas, parce qu'elle s'était préservée pour lui. Un nouveau jour se leva, et à l'académie du village des Érables, tous les élèves se rendirent au cours du professeur âgé et écoutèrent ses discours intelligents. Song Chifang expliqua que chacun des élèves de sa classe venait d'entrer dans le cercle intérieur, et que, tant que leur méridien n'était pas pleinement ouvert, ils ne pouvaient pratiquer que des techniques de respiration, mais que le véritable chemin de la cultivation commencerait une fois les méridiens ouverts. Il a ensuite demandé aux étudiants de parler des différents rangs des cultivateurs. L'un des élèves a répondu sans problème à la question de son professeur. La réponse était correcte. Il faut se rappeler que le 9e rang n'est que le début du chemin de chaque cultivateur, là où se formera la spirale du Dao initial, mais pour que cela se produise, il faut avoir une bonne compréhension du schéma matriciel de base. À l'avenir, lorsque chacun aura accumulé suffisamment d'énergie
et sera capable de la répartir uniformément sur les 81 points de la matrice Guan, cela signifiera que la spirale s'est formée. Le professeur a dit des choses importantes, mais tous les élèves ne l'écoutaient pas. Mais le vieil homme ne fit aucun commentaire à personne. Il continua à parler du fait qu'une personne ordinaire n'a accès qu'à 2 Dao par jour lors de l'ouverture des méridiens. Mais même sa patience n'était pas éternelle. Aussi, lorsque Yehu et Ruchen se laissèrent aller trop loin, il parvint tout de même à les apaiser. Afin de terminer mon récit dans un environnement calme, il s'est avéré que chaque personne aurait besoin d'au moins 41 jours pour constituer la matrice. C'est ainsi qu'ils débuteront leur long voyage. Car pour accéder à un rang supérieur, ils devront créer au moins 3 spirales Dao. Puis, ils pourront ressentir le chakra céleste et l'ouvrir. Tout cela semblait intéressant, mais Jiang Wan n'arrivait toujours pas à comprendre combien de temps il faudrait pour progresser dans le classement. Et même s'il essayait de le calculer, il avait manifestement des difficultés en mathématiques. C'était pénible pour son frère aîné adoptif de voir ses efforts. Alors il a dit que tout devrait prendre environ 1 an, mais que tout dépendait uniquement du talent et du caractère de la personne qui apprenait. Une question logique se posait alors. Le protagoniste parviendrait-il à obtenir des résultats brillants sur la voie de la cultivation? Serait-il capable de surpasser Dong A et les guerriers qu'il avait rencontrés peu de temps auparavant? Entre-temps, le cours touchait à sa fin, et le professeur a fait le bonheur de tous en donnant de nouveaux devoirs pour consolider les notions abordées ce jour-là. Il devait répéter une série de techniques, elles aussi divisées en classes, et il y en avait un très grand nombre. Il est essentiel de comprendre ici qu'il existe des techniques spéciales de haut niveau et que les heureux détenteurs de ces techniques peuvent à eux seuls détruire un petit pays. Et si leur pays comptait au moins un tel guerrier, celui-ci serait respecté et digne de respect. Mais le professeur ne révéla pas les détails de ces techniques et congédia les élèves, espérant qu'un jour, ils deviendraient la fierté de leur pays. Le cours était donc bel et bien terminé, et les élèves commençaient à quitter la salle où ils s'étaient réunis auparavant, lorsque soudain, quelqu'un arrêta le personnage principal. Fan Hilin, membre de l'une des 3 principales familles du village d'Érable, fils du chef de clan, est venu apporter des changements pour son frère décédé. Il a également rapporté que tous les membres du clan avaient pris une décision unanime et excluaient Peng Jiu de l'arbre généalogique, car leur famille n'avait jamais toléré le déshonneur. Mais Jiang Wang ne l'écoutait même pas, car toute cette histoire et son ancien ami appartenaient au passé pour lui, et il n'avait plus besoin de changements vains. Cependant, le jeune homme n'avait pas encore terminé son long discours et tenta d'interrompre le protagoniste. L'homme raconta que son père s'était procuré une pilule d'ouverture des méridiens et la lui avait donnée, que ces méridiens étaient désormais ouverts et qu'il se croyait maintenant l'égal du protagoniste. Ensemble, ils étaient différents de la populace locale, et ils pensaient donc qu'ils devaient se rapprocher et devenir les meilleurs amis du monde. Le seul problème était que Jiang Wang n'était pas inspiré par de tels discours. Cette proposition ne l'intéressait pas du tout, et de plus, il avait déjà des amis et n'en avait pas besoin de nouveaux. Ce comportement a sans aucun doute offensé Hilin, qui, rempli de colère, a déclaré que le protagoniste regretterait ses paroles. Entre-temps, le soir était tombé, et tous les garçons, du 1er au 5e frère, se rassemblèrent dans le hammam. Les 2e et 3e frères pratiquaient donc des techniques de respiration. Et il aurait été préférable que le protagoniste ne se dérobe pas non plus. Mais aujourd'hui, il était censé participer à la quête promise dans le monde de Taifu. Il était donc impatient. Alors, au lieu de pratiquer des techniques de respiration, il décida de se plonger dans cet univers et de jeter un coup d'œil rapide à ce qu'était la quête. Une seconde plus tard, il fut transporté dans le monde mystérieux de Taihu, où il fut accueilli par le maître du jeu. Après quoi, la voix a entamé le compte à rebours avant le début de la quête, en affichant une immense horloge. Les secondes s'écoulaient lentement, sans laisser entrevoir la fin prochaine de ce cauchemar. Pourtant, le jeune homme était déjà prêt à en découdre, quel que soit son adversaire, même s'il était très curieux de savoir qui serait son premier. Jiang Wan comprit qu'au cours des 30 derniers jours, il avait parfaitement maîtrisé la pilule d'ouverture des méridiens et accumulé plusieurs essences Dao, ce qui lui conférait un certain avantage. Il espérait donc pouvoir tenir au moins 2 rounds. Mais le rapport fut terminé, et l'adversaire du personnage principal ne fit jamais son apparition. On pouvait donc conclure que cette terre sacrée restait la propriété du personnage principal, et que personne ne l'avait revendiquée ni contestée.
De plus, la terre sacrée de Dong Senhu est restée au 23e niveau, et 1800 points de dignité ont été ajoutés, ce qui porte le total du personnage à 3700 points, qu'il faut maintenant dépenser judicieusement. Mais il n'eut pas encore le temps de le faire, remarquant que la plateforme de simulation taoïste commençait à se comporter étrangement. La plateforme commença à se transformer, et une voix dans la tête de l'homme lui répétait avec insistance qu'il devait poser les mains sur la table qui était apparue. La simulation était censée commencer lorsque l'homme réciterait mentalement le texte de la technique souhaitée. La première chose qu'il décida de nommer fut donc la matrice Guan, qui coûtait 1850. Après cela, le processus de lancement de la simulation a commencé. Celle-ci a été démontée puis reconstruite pour s'adapter au personnage principal, en fonction de ses caractéristiques personnelles. Ainsi, en si peu de temps, cet homme a étudié la matrice de Guan, bien qu'il n'y croie pas vraiment lui-même. Il lui restait également 1850 points d'expérience. Il pouvait les économiser pour plus tard, mais impossible de prédire ce qui lui arriverait demain. La meilleure solution était donc d'améliorer toutes ces techniques dès aujourd'hui, autant que possible. Il choisit donc l'escrime défensive comme discipline suivante, car il avait un don pour cela. Il était curieux de savoir ce que pouvait bien contenir ce manuel, acheté dans une boutique de rue. Mais dès qu'il a commencé à étudier, les émotions et les sensations liées à ce processus sont devenues extraordinaires. Les connaissances et les compétences qu'il a acquises étaient si magnifiques et si vastes. Le séjour de Jiang Wan dans le monde de Taihu prit fin, et il fut transporté dans son monde normal, où il s'entraîna au combat avec son 5e frère juré. Le jeune homme était perplexe. Comment était-il possible qu'il perde 20 fois de suite alors qu'il gagnait habituellement au moins 3 fois sur 10? Jiang Wang a déclaré qu'il était tombé par hasard sur une technique intéressante, composée de 10 formes d'entraînement et de 5 formes d'attaque, bien qu'il n'en ait appris que la moitié jusqu'à présent, et que ses compétences à l'épée soient loin d'être ce qu'elles étaient auparavant. Mais cette technique n'avait pas de nom. Alors il s'est tourné vers Wu Chen avec une requête, car son frère adoptif avait un bon talent littéraire, et celui-ci pourrait donc trouver un nom intéressant pour cette technique. Le jeune homme a immédiatement adhéré à l'idée et a suggéré d'appeler cette technique l'épée divine toute puissante. Cela paraissait très ridicule et futile. Alors le personnage principal a frappé son 5e frère adoptif et lui a demandé de faire plus d'efforts pour trouver un nom. Après avoir réfléchi un moment, j'en suis arrivé à la conclusion que le nom Chi pourpre de l'Est serait idéal pour une technique comportant 9 formes d'entraînement et 5 formes de combat. Et cette idée a plu au personnage principal, qui était donc heureux pour la première fois depuis longtemps. Mais le personnage principal n'était pas le seul à être heureux. Son 5e frère adoptif, qui lui collait au basque comme un singe, l'était aussi. Et tout cela parce qu'il voulait lui aussi apprendre cette technique extraordinaire et avait demandé à son frère de la lui enseigner, mais qu'il résistait obstinément. Mais leur querelle amicale fut interrompue par l'oncle Dan et Monsieur Lee, car ils avaient des affaires urgentes à régler avec le personnage principal. Il s'avéra que le frère aîné de Lee devait rechercher le personnage principal afin de transmettre le message. Mais ce dernier ne comprenait pas encore pleinement pourquoi Maître Don avait besoin de lui. Monsieur Lee a demandé au jeune homme de ne pas s'inquiéter d'avoir à transmettre personnellement un message du chef du clan, car il n'était pas issu d'une famille noble, et de telles missions ne représentaient donc pas un fardeau pour lui. Mais il pensait que Dong-A avait très probablement appelé ce jeune homme pour lui parler en raison de la récente attaque. Ils se trouvèrent bientôt devant le portail de la maison du chef de clan. Et le plus surprenant fut que non seulement Jiang Wang fut convoqué pour une conversation, mais que plusieurs autres personnes attendaient également d'être reçues. Il s'avéra que la personne convoquée à l'audience était un disciple du cercle intérieur de 5e année, Zhang Lihuang. Mais contrairement à son ami, ce jeune homme comprenait parfaitement qu'il devait encore attendre à l'extérieur de la porte, car Maître Dong-A était toujours en méditation. Mais un instant plus tard, les portes s'ouvrirent en grinçant, et les élèves inclinèrent la tête en signe de salutation à leur maître. Don-A a lancé la conversation en disant que tout le monde était au courant de l'attaque et du meurtre récent d'un adepte du cercle extérieur, même si une enquête avait été ouverte, mais n'avait encore rien donné. De plus, ils n'ont pas encore les moyens de confier leurs affaires à des personnes extérieures. Donc ce sera désormais au futur lauréat de la médaille de 8e rang de s'en occuper. Dong-A a également remarqué que les méridiens de Jiang Wang et He Lin s'étaient ouverts récemment. Il devait donc être plus prudent. Lin Huang et Tiang Ti
prendront l'un des garçons sous leur aile, car les tâches proposées doivent être accomplies en binôme. 90% de la récompense iront à ceux qui réussiront le mieux la tâche. À ce moment-là, l'audience était terminée, et Dan He a permis à ses élèves de se mettre par deux et de commencer leurs exercices. Ils n'avaient plus rien à dire. Les garçons ont donc pu partir. Entre-temps, Lee Juan a déclaré que ses amis du service d'enquête lui avaient dit que 3 jours avant l'incident, des personnes avaient été blessées dans une taverne, mais qu'il était nécessaire de fouiller les environs, car des traces pouvaient avoir été laissées. De plus, une famille entière avait été brutalement assassinée, et des traces avaient été retrouvées sur les lieux du crime. Il était donc curieux de connaître l'avis de ses jeunes frères après avoir pris connaissance de ces informations. Certains n'ont pas répondu à cette question, mais Fan a déclaré qu'il aimerait s'unir à son frère aîné Lee, étant donné les liens anciens et étroits qui unissent les familles Fan et Jan. Mais le personnage principal, ainsi que son frère Lee, pensaient que c'était à l'aîné de décider comment ils seraient associés. Face à cette situation, Li Huang prit une décision, déclarant qu'il travaillerait avec Jiang Wang. Et ils partirent bientôt pour Tangshan. C'était le soir, et le protagoniste et son frère aîné arrivèrent au village de Tangshan, qui paraissait effrayant et inhospitalier. Il y avait bien des gens, mais ils n'avaient pas l'air heureux. Personne ne prêtait attention aux jeunes hommes qui étaient arrivés. Chacun était perdu dans ses propres pensées et expériences. Jiang Wan savait que ce village vivait de la chasse, et que les gens se réunissaient donc 2 fois par mois. Mais ce n'était pas le cas aujourd'hui, et les rues étaient donc désertes. Bientôt, les jeunes hommes arrivèrent au bureau du chef du village, mais chacun d'eux comprit qu'ils travailleraient très bien ensemble, car tous deux étaient des élèves exceptionnels et bien préparés pour cette tâche, ne pouvant se permettre de laisser tomber l'autre. À l'entrée du bâtiment, les jeunes furent accueillis par le gendarme local Tan Dan, qui attendait leur arrivée comme une bénédiction, car ils avaient besoin d'aide. L'homme ne comprenait pas pourquoi les habitants de ce village étaient si malchanceux et subissaient un châtiment si cruel, car tous les habitants étaient des gens honnêtes et travailleurs qui ne méritaient pas une telle chose. Mais pour comprendre le problème, Li Huang a demandé aux gendarmes d'ouvrir la maison où le meurtre avait eu lieu, afin qu'ils puissent examiner les lieux et tirer ses propres conclusions. La situation dans la maison était déjà terrible. Des cadavres jonchaient le sol, dégageant une puanteur insoutenable qui faisait pleurer. Le gendarme n'entra pas dans les lieux, mais demanda aux jeunes d'être extrêmement prudents, car l'endroit grouillait de mal. Tout dans la pièce était resté identique à ce qu'il était au moment du décès des personnes. Même la nourriture n'avait pas encore complètement disparu. Ce qui était également étrange, c'était que la nourriture n'avait pas moisi, mais que le corps s'était réduit à l'état de squelette, ce qui laissait supposer qu'un démon ou un autre monstre était impliqué dans ce crime. Cependant, Jiang Wan et Li Huang décidèrent de se séparer pour mener une inspection plus approfondie de la zone, puis convinrent de partager les informations qu'ils avaient recueillies. La première chose que fit le personnage principal fut d'entrer dans la chambre des enfants. Et la première chose qui attira son regard fut les dessins et le cognac, qui n'auraient pas attiré son attention à un autre moment. Près du mur, il découvrit le squelette d'une petite fille, entourée de divers jouets. En résumé, l'homme en conclut que le père travaillait dans le jardin, la mère cuisinait et la fille jouait dans la chambre, ce qui signifiait que le démon avait détruit une famille tout à fait ordinaire. Le problème était aussi que la créature inconnue avait préparé une mauvaise surprise pour les personnes qui entraient dans la pièce. À un moment donné, le squelette de la jeune fille prit vie et attaqua le jeune homme, manifestement avec l'aide d'un nécromancien ou d'un monstre. Cependant, le personnage principal n'a pas hésité longtemps et a donné un coup de pied au squelette qui l'avait attaqué. Le coup fut si violent que le squelette resta imprimé sur le mur opposé, manquant de le transpercer. Dans le même temps, le personnage principal n'éprouvait pas le moindre doute ni la moindre inquiétude, car il comprenait que ce n'était plus une petite fille qui était morte, mais le résultat de l'action de forces obscures. Pendant ce temps, le squelette commença à railler le jeune homme, disant qu'il y a quelques minutes à peine, il pleurait sur le sort de la jeune fille, et que maintenant, il avait personnellement détruit la seule chose qui restait d'elle. Mais ces ruses n'eurent aucun effet sur Jiang Wang. Son cœur demeura inébranlable, tout comme sa conviction qu'il agissait correctement. Malheureusement, cet endroit était coupé du monde magique extérieur. Sinon, le frère aîné aurait pu s'y précipiter. Mais dans ces circonstances, le jeune homme se retrouva seul face à son ennemi. Cependant,
Le protagoniste avait également compris autre chose. Le démon, s'il pouvait s'occuper de lui, ne jouerait pas avec sa conscience. Il recourt donc à des méthodes aussi viles que l'intimidation, afin que même si le type ne peut pas sortir de cette pièce, il puisse trouver et tuer le mal qui s'y est installé. Et la première chose qu'il fit pour mettre son plan à exécution fut d'activer le chi pourpre de l'Est, à savoir la première forme de tromperie de vitesse. Après cette attaque, il réalisa que son épée pouvait encore blesser l'ennemi, qui se cachait soigneusement là. Il était évident que quelqu'un avait utilisé la technique taoïste de rang C, la section d'imitation du yin et du yang, et que cette personne était un démon. Mais ce que le monstre suivant n'avait pas prévu, c'est qu'un garçon puisse le blesser avec une simple épée. Il était évident que ce garçon n'avait même pas encore formé de spirale Dao, mais son maniement de l'épée était déjà remarquable. Il ne fallait donc pas le sous-estimer. Et c'était une bonne idée, car Jiang Wan sentit un regard posé sur lui et décida d'attaquer l'endroit où il pensait que l'ennemi se trouvait. Et si le monstre n'avait pas remarqué le mouvement de l'épée, il aurait pu mourir. Mais tout s'est passé autrement, et le démon s'est échappé, détruisant sa propre technique, permettant ainsi à Li Huang d'entrer dans la pièce, ignorant tout de ce qui venait de se produire. Le protagoniste dut donc rapidement raconter à son frère aîné ce qui venait de se passer, et lui demander s'il avait aperçu la moindre trace d'énergie démoniaque qui pourrait les aider à retrouver le monstre en fuite. Mais dès que le personnage principal quitta la pièce pour entrer dans une autre, l'homme aperçut les ossements calcinés des habitants du coin. Li Huang expliqua que 2 cadavres avaient repris vie, mais qui s'en étaient rapidement occupés, réalisant que son jeune frère avait reçu un cultivateur démoniaque contre lequel il avait combattu avec succès. Jiang Wang était néanmoins blessé de n'avoir pas pu porter le coup fatal à son adversaire, ce qui lui avait permis de s'échapper. Mais ce que fit le personnage principal suffit, comme en témoignait le sang resté sur l'épée. Et c'est grâce à cette goutte de sang démoniaque que le chef de leur clan apprit une technique spéciale permettant de traquer un démon grâce à son sang. Globalement, leur voyage a été plus que productif, et ils ont pu rentrer chez eux l'esprit tranquille. Cependant, Li Huang remarqua que toute cette situation avait profondément affecté son jeune frère. Il n'était pas loin de la vérité, car Jiang Wang avait une demi-sœur du côté de son père, et le garçon n'était pas très proche d'elle. Mais lorsque son père est décédé il y a quelques années, la jeune fille et sa mère, qui s'est remariée, ont déménagé dans une autre ville, et le personnage principal ne les a pas revus depuis. Aussi, lorsqu'il a vu le corps de la jeune fille, il n'a-t-il pas pu s'empêcher de penser à sa petite sœur, et cette pensée lui a fait perdre la tête un instant, lui faisant croire que tout cela aurait pu lui arriver. C'était une histoire plutôt triste, mais Li Huang n'en fit aucun commentaire, tandis que Jiang Wan remit le sac d'or aux gendarmes et lui demanda d'enterrer la famille dignement, comme le voulait la coutume. Les jeunes gens quittèrent le village. Ils empruntèrent une route gardée par des formations qui avaient coûté très cher. Oui, c'était un investissement énorme, mais ils ne pouvaient protéger que contre les animaux sauvages et les monstres affaiblis. Pour tout ce qui était plus fort, et surtout les monstres féroces, les autres voyageurs devaient se débrouiller seuls. Il s'avère que ces monstres féroces sont des animaux possédés par des esprits maléfiques ou des pantins de démons devenus fous. Dans ce cas, leur peau et leurs os se détériorent et deviennent inutilisables. Impossible donc d'en faire des pilules, même si quelqu'un le souhaitait. Malgré leur inutilité ou leurs défauts, les rencontrer ne peut qu'apporter des ennuis. C'est pourquoi on les appelle aussi des bêtes de malheur, dont il vaut mieux se tenir à l'écart. Mais la conférence s'arrêta là, et Li Huang avait quelques questions pour le personnage principal. Il se demandait pourquoi des démons tournaient toujours autour de lui, quel était son secret, et si lui-même n'en connaissait pas la réponse, alors il pourrait tout découvrir par la force. Une seconde plus tard, la jeune femme décocha une flèche spirituelle sur son jeune frère. Mais finalement, il n'a pas touché le jeune homme, mais la flèche que quelqu'un avait tirée sur lui sauvant ainsi la vie. Alors que le protagoniste semblait perplexe, Li Huang était préparé à ce revirement de situation et allait régler le problème des agresseurs une fois pour toutes. Soudain, Jiang Wan entendit la voix familière du monstre qui avait possédé le squelette de la jeune fille. Et il n'eut donc pas l'intention de rester immobile, lui non plus. S'élançant à toute vitesse, Jiang Wan comprit clairement que son adversaire avait peur de lui. Il prit donc la fuite et se cacha. Mais il voyait aussi parfaitement que le personnage principal essayait de le provoquer,
Et il n'avait pas peur du jeune homme, mais de son frère aîné, qui était vraiment un gros problème pour lui. Mais le personnage principal ne l'écouta pas, car il estimait avoir le droit de condamner le monstre à mort pour avoir tué des innocents. Il activa donc la deuxième forme de sa technique, la tromperie de la précision. Oui, le maniement de l'épée par Jiang Wang était assez avancé, mais au final, il n'était qu'un garçon qui n'avait pas pleinement maîtrisé la technique et n'avait pas pleinement réalisé son potentiel. Damon décida donc que ces jeux vides de sens ne suffisaient plus. Il était temps de montrer l'ampleur de la différence de puissance entre eux. Alors, sans hésiter, il activa sa technique du cadavre explosif, qui paraissait vraiment massive et terrifiante. Mais il n'a pas eu de chance. La réaction du personnage principal a été plus que bonne, ce qui lui a permis d'esquiver facilement le premier coup. Mais le garçon comprit aussitôt que le bras de son adversaire s'était non seulement allongé, mais qu'il était aussi devenu plus fort que la pierre, puisque l'épée ne pouvait plus l'endommager. Cela signifiait que l'ennemi avait bien d'autres atouts redoutables dans sa manche, ce qui rendait la tâche du personnage principal plus difficile. Jiang Wang lui-même ne peut compter que sur le Qi pourpre de l'Est, ainsi que sur 20 essences Dao accumulées. Et tandis que le personnage principal réfléchissait à la manière d'éviter la mort et de sortir victorieux de cette situation difficile, le démon l'attaqua de nouveau. Mais le protagoniste ne serait pas le protagoniste s'il n'arrêtait pas son adversaire. Il comprenait parfaitement qu'il ne pourrait pas s'échapper. Tout ce qu'il pouvait faire était d'utiliser tous ses atouts à la fois pour prendre le démon par surprise. Il activa alors le Qi pourpre de l'Est, sa troisième forme de tromperie intuitive, et ouvrit le bras de son adversaire. Le démon, bien sûr, ne s'attendait pas à un tel retournement de situation, et il parut donc extrêmement perplexe. Par conséquent, la seule chose qu'il pouvait faire désormais était d'augmenter la distance entre eux pour éviter le combat rapproché. Ce faisant, il activa le brouillard empoisonné du cadavre. Dans ce brouillard, il était facile de se cacher et d'attaquer par derrière. Ce sera donc désormais difficile pour le personnage principal, mais l'inverse se produira pour son ennemi. Seul le démon s'est trompé dans ses calculs, car Jiang Wan a utilisé l'aura protectrice de son épée pour éviter les effets néfastes du brouillard empoisonné. Ce fut la deuxième mauvaise surprise qui souleva des questions chez le monstre. Le protagoniste activa de nouveau le Qi pourpre de l'Est, mais cette fois sous la quatrième forme de concentration de la tromperie, uniquement dans le but de démontrer la puissance de l'épée trempée pendant des décennies, et de déchaîner cette puissance sur la créature des ténèbres, rendant justice. À présent, la quatrième forme du Qi pourpre de l'Est s'est transformée en tromperie de l'intention, la cinquième forme. Cette transformation a finalement brisé le schéma qui s'était formé et développé dans le cerveau du démon depuis des années. Il ne comprenait pas d'où le cultivateur novice pouvait tirer un potentiel aussi énorme. Mais il n'eut plus le temps de chercher la réponse à cette question, car l'épée de la justice transperça son corps pécheur. De plus, il le coupa en 2 parts égales, accomplissant ainsi la sentence de son maître. Mais le problème persistait, même après la mort du démon. La lame qui avait fidèlement servi le protagoniste pendant de nombreuses années se brisa. De plus, son corps ne pouvait pas supporter une telle charge infernale, et il a commencé à cracher du sang. Jiang Wan comprit que son corps ne pouvait pas encore supporter l'effort d'utiliser simultanément les 5 formes de sa technique miraculeuse, et qu'il lui serait maintenant bénéfique de se reposer un peu et de récupérer. Mais il n'avait pas le temps pour cela, car le monstre qui était censé mourir semblait vivant, même si c'était peut-être ainsi qu'il le percevait. Mais le protagoniste n'avait rien à craindre, car Li Huang était intervenu et tenait désormais le cadavre du démon entre ses mains. Il n'arrivait pas à comprendre qu'un garçon qui n'avait même pas encore formé une seule spirale du Dao puisse venir à bout d'un démon de 8e rang. Certes, il avait espéré capturer la créature vivante pour en extraire davantage d'informations, mais finalement, il devait se contenter de ce qu'ils avaient. Un cadavre est un cadavre. Et d'ailleurs, son frère aîné a essayé de le ranimer, mais en vain. Jiang Wan comprit que le monstre avait peur de son frère aîné. Alors il commença à s'agiter, ce qui donna au protagoniste un léger avantage qu'il utilisa pour tuer, car sa propre vie était en jeu. Il ne pensa donc pas à attraper l'ennemi, mais à le tuer. Li Huang ne blâmait pas son jeune frère pour ce qui s'était passé. Au contraire, il admirait ses compétences. Mais il était un peu triste de ne rien pouvoir apprendre du cadavre, puisque les âmes qu'il avait invoquées n'avaient pas répondu à son appel. De plus, une malédiction a été jetée sur les démons,
effaçant leur essence lors de leur capture ou de leur mort. Ils n'ont donc plus aucun souvenir, et les intégrer au clan est tout simplement inutile. Il fallait soigner les blessures de Jiang Wang pour l'instant. Mais le garçon était certain que la mission ne pouvait être reportée, et qu'il devait retourner au clan au plus vite pour tout raconter, ses blessures pouvant attendre. C'était peut-être la bonne décision, mais Li Huang pensait que les dispositifs de sécurité avaient été franchis. Il était donc nécessaire de le signaler aux autorités sans tarder. Pendant ce temps, dans une des villes, la nuit était déjà tombée, et dans les maisons closes, on s'amusait du mieux qu'on pouvait en compagnie de belles dames. C'était répugnant de voir comment le chef adjoint du pavillon d'enquête, Udon, se comportait et essayait de séduire Miao Yu. Ou plutôt, ce qui l'étreignait à la place du corps fragile d'une jeune fille. Un homme observait la scène de loin, demandant à sa maîtresse ce qu'il devait faire des cultivateurs de Tangshen. La belle contemplait la ville nocturne et restait silencieuse, réfléchissant à sa décision. Elle pensait qu'il valait mieux en savoir plus sur le personnage principal, puisqu'il avait tué leur disciple à l'escrime. Il était donc intéressant de découvrir quelle technique il avait utilisée et qui la lui avait enseignée. Seul Donsik n'était pas au courant. Il savait donc que cette technique n'avait jamais été étudiée auparavant par personne dans le clan du village de l'érable. C'était quelque chose de complètement nouveau et inconnu. Cela satisfit la jeune fille pour le moment. Et elle laissa donc son humble servante disparaître dans une direction inconnue, ne la laissant plus gêner par les regards. Mais même après son départ, elle ne pouvait s'empêcher de penser à cette technologie que personne n'avait jamais étudiée nulle part. Car si une telle chose était arrivée entre les mains du garçon, il n'y avait qu'une seule façon pour lui d'acquérir un tel savoir. Pendant ce temps, dans le village de Cliona, Don A interrogeait un homme que ses étudiants lui avaient amené. Le seul problème était que cet homme était frappé d'une malédiction. Il n'avait plus aucun souvenir, ce qui signifiait qu'il n'avait rien appris de nouveau. Jiansu en tira la conclusion logique que leur ennemi n'était pas si simple et que des personnes puissantes le soutenaient, ce qui signifiait que l'affaire était bien plus grave qu'il ne l'avait initialement pensé. Cependant, ces conclusions ne firent aucune impression sur le chef du clan. Ce qui l'intéressait, c'était ce que Juan avait découvert. L'homme raconta qu'après avoir rencontré les cultivateurs démoniaques, Jiang Wan était arrivé à la conclusion que leurs esprits étaient sujets à des malédictions mentales, qu'il était donc inutile de les laisser en vie. Il en tua donc 2, et le protagoniste s'occupa du dernier. Dong A était très impressionné par ce résultat, car il n'avait ouvert ses méridiens que très récemment, mais avait déjà obtenu d'excellents résultats dans la lutte contre le mal. Mais le jeune homme était très modeste. Aussi, remercia-t-il le professeur, reconnaissant qu'il n'était pas encore assez bon pour cela, mais qu'il avait une marge de progression. Le résultat de l'enquête satisfit pleinement le chef du clan, qui informa donc ses disciples que leur mission était accomplie et que chacun d'eux recevrait 5 mérites Dao, puis les renvoya chez eux se reposer. Et les gars quittèrent la résidence de leur chef, et chacun allait faire ce qu'il voulait. Par exemple, le personnage principal a décidé de commencer par visiter le pavillon du mérite Dao. Une fois à l'intérieur, il activa la liste des mérites Dao et s'émerveilla de son ampleur, réalisant que d'énormes ressources avaient été investies dans la création d'un tel miracle. Il est surprenant que l'aîné, Li, soit 17e sur cette liste, et le frère Zhang, 3e. Il avait accumulé 700 mérites. Qu'a-t-il dû faire pour devenir si populaire et si demandé? Mais le plus intéressant et le plus impressionnant était Zhu Weiwo, un disciple de leur clan mondialement connu, qui acceptait des missions de rang au moins équivalent au 7e, et la rumeur courait qu'il pouvait même rivaliser avec les chefs d'autres clans de leur dynastie. Entre-temps, le protagoniste a demandé à la liste des mérites de l'aider à trouver l'épée nécessitant le moins de mérites pour être libéré. Quelques minutes plus tard, une épée magique standard apparut devant lui, forgée par des maîtres du royaume de Chang et faite d'un matériau pur. Mais, pour imprégner l'épée d'énergie Dao et maintenir la technique, il était nécessaire de dépenser 300 mérites Dao. Oui, c'était une décision plutôt intéressante, car cette épée peut emmagasiner des techniques. Cela signifie-t-il qu'elle augmentera considérablement les capacités du personnage principal? Mais comme il n'avait pas accumulé 300 mérites, pour l'instant, il devra se contenter d'admirer cette épée. À ce moment précis, un étudiant de 3e année, Wang Changxiang, apparut au coin de la rue et surprit Jiang Wang. Les jeunes gens ont fait connaissance et se sont excusés de s'être fait peur,
même si cela n'était pas prévu pour aucun des deux. Mais leur rencontre dans un tel endroit était manifestement prédestinée. Globalement, cette rencontre fut surprenante. Et le protagoniste comprit que ce jeune homme appartenait à la famille des chefs de village de Cliona, et qu'il figurait également au 7e rang sur la liste des mérites. À ce moment-là, le 5e frère adoptif accourut vers le protagoniste, tenant à la main une lettre urgente venant de chez lui. En substance, la lettre expliquait que sa tante Sang rencontrait des difficultés avec son héritage et sa boutique d'herboristerie, et qu'elle craignait donc que la jeune sœur du protagoniste ne rencontre des problèmes. Elle lui demandait donc de prendre soin d'elle pendant un certain temps, le temps qu'elle règle les problèmes qui survenaient. Après quoi, elle promettait de ramener la jeune fille à la maison. Le plus intéressant, c'est que Jiang Wang se souvenait de sa petite sœur comme d'une toute petite fille, et qu'il ne comprenait donc pas vraiment comment il pourrait s'occuper d'elle maintenant, compte tenu de son mode de vie. Néanmoins, il amena sa sœur chez lui et la présenta à ses frères adoptifs, qui promirent de l'aider à s'occuper du bébé. Bien sûr, Anna n'était pas contre l'idée de vivre avec son petit frère, mais elle s'inquiétait de savoir si sa mère n'avait plus vraiment besoin d'elle depuis qu'elle avait été envoyée ici. Jiang Wang commença à expliquer à la fillette que sa mère l'aimait beaucoup, mais qu'elle avait beaucoup de choses à faire en ce moment. Alors elle avait demandé à son grand frère de s'occuper du bébé pendant ce temps-là. Bien que cette situation fût inhabituelle, tous les frères décidèrent d'unir leurs forces et de divertir la jeune fille de toutes les manières possibles. Par exemple, Yehu devint son cheval de course, et Ruchen prit en charge toutes les dépenses. Mais le frère adoptif regretta bientôt amèrement d'avoir décidé de prendre en charge tous les frais de la promenade. Car la jeune fille et les autres frères adoptifs avaient acheté trop de nourriture différente qu'il avait dû payer. Mais malgré tous les bons moments passés, la jeune fille voulait toujours rentrer chez sa mère. Et bien sûr, elle voulait vraiment vivre avec son frère, s'amuser avec lui. Mais elle voulait vraiment rentrer chez elle. Elle voulait vraiment retourner auprès de sa mère, car elle pensait avoir mal agi depuis que sa mère l'avait amenée ici. Alors la jeune fille pleurait amèrement, lui brisant le cœur. Par conséquent, le personnage principal lui-même avait envie de pleurer, mais il se retint, disant que tante Song réglerait bientôt toutes les affaires, qu'elle viendrait les rejoindre et la ramènerait à la maison. Alors il serra fort sa petite sœur dans ses bras, lui promettant qu'il serait toujours là pour prendre soin d'elle, aussi difficile et effrayant que cela puisse être pour tous les deux. Le premier frère adoptif du protagoniste n'a pas pu résister à l'envie d'enlacer le 3e frère adoptif et la jeune fille, leur promettant qu'il serait lui aussi là pour eux, afin qu'ils n'aient pas à pleurer. Les autres frères n'y purent pas non plus, et enlacèrent étroitement les personnes qui leur étaient chères, leur offrant la chaleur de leurs étreintes. Mais à un moment donné, la jeune fille en eut assez de ces étreintes trop serrées, et il sembla même qu'elle allait bientôt mourir, car les garçons la serraient trop fort dans leurs bras. Alors elle les repoussa dans des directions différentes pour pouvoir respirer librement. Le lendemain, les cours à l'académie reprirent, et le vieil homme parla avec enthousiasme de l'importance de la planification, car si l'on ne le fait pas, on aura des problèmes plus tard. De plus, le chemin d'un cultivateur sera toujours difficile, mais pour certains, c'est un ciel étoilé, tandis que d'autres regarderont toujours la poussière sous leurs pieds et ne pourront jamais devenir autre chose qu'un crapaud ordinaire. De plus, chaque étudiant doit aujourd'hui retenir une fois pour toutes les noms des familles de cultivateurs les plus importantes et les plus influentes du monde. La famille Jin contrôle la région centrale, située au cœur même de leur continent, plus connue sous le nom de Porte des 1000 démons. La région orientale est gouvernée par la famille Qi, et son territoire est baigné par la mer. Le sud est sous le contrôle de la famille Zhu, plus connue sous le nom de Forêt des Morts Déchus. Le clan Qin est responsable des affaires de la région occidentale. Les clans Mu et Jin occupent des parts égales de la région nord, et leurs forces combinées ripostent contre le clan démoniaque. Mais il ne s'agit là que des grands clans. Il y en avait encore plus de petits, et pour survivre, ils devaient créer des alliances fondées sur des intérêts communs. Ils pouvaient alors coexister assez bien avec les grands clans, en jouissant d'une certaine autonomie. Jiang Wang et ses amis n'écoutaient pas vraiment le professeur. Ils demandèrent au personnage principal s'il trouvait normal qu'Anan reste seul à la maison pendant qu'il était à l'académie. Mais celui-ci pensait que c'était une excellente façon de sortir de cette situation. Dans l'ensemble, Jiang Wang appréciait le fait que ses frères aînés traitent si bien sa sœur et fassent preuve d'attention et de sollicitude. Et tout allait bien. Jusqu'au moment où l'alarme a retenti et où tous les élèves ont été priés de se rassembler immédiatement dans une seule pièce. Un événement véritablement terrible s'est produit.
Un soldat est entré dans la classe et a déclaré qu'il allait emprunter la salle et les personnes qui s'y trouvaient pour une bonne cause pendant un certain temps. L'homme prit place et les étudiants discutèrent entre eux. Certains reconnurent l'homme en face d'eux, tandis que d'autres n'avaient aucune idée de qui il était, ni pourquoi il se comportait avec autant d'arrogance et d'impudence. Il s'agissait de Wei Yang, le général, et il espérait que son assistant Zhao Lang avait informé tout le monde de la conversation à venir. L'assistant du général n'a pas sourcillé et a commencé à informer les élèves de la situation. En résumé, des problèmes étaient survenus dans la ville de Shaolin, et les élèves les plus influents de l'académie allaient être mobilisés pour faire la lumière sur les circonstances. Les étudiants ne comprenaient pas ce qu'ils avaient à faire avec cela, plus que d'autres instances étaient censées s'occuper de ces questions. Et cela aurait pu être le cas à un autre moment. Mais tout le monde était occupé par d'autres affaires. Quelqu'un gérait les conséquences de l'attaque de la bête démoniaque, et le département principal avait une mission secrète. Mais le général était personnellement prêt à réunir un groupe à l'académie pour assurer le succès. Jiang Wan et ses frères écoutaient attentivement ce discours. Ru Chen ne souhaitait pas y participer, mais Ye Hu et Lin He ne voulaient pas laisser passer cette occasion, car ils avaient besoin d'ouvrir les méridiens. Dans ces conditions, le deuxième frère cité les a placés en tête de la liste des volontaires, ce qui a contrarié Ru Chen, car il n'avait pas besoin de tout cela. Peu de personnes étaient volontaires, ce qui ne réjouissait pas Wei Yang, mais il inscrivit ces 4 personnes et espéra qu'il y aurait 26 autres participants volontaires. Au bout d'un moment, Tiang Zhu entra dans la salle. En tant qu'étudiant de 3e année, il souhaitait lui aussi participer à ce raid. Cela servit d'exemple à un autre étudiant de 3e année, Chang Xiang, qui décida lui aussi de se joindre aux autres. L'humeur du général s'est améliorée depuis que 2 talents reconnus ont rejoint la mission. Et l'on peut déjà penser que tout se déroulera sans accroc. Un peu plus de temps passa, et la liste fut entièrement remplie. Wei Yan quitta alors l'académie, l'esprit apaisé, espérant qu'aucun d'eux ne perdrait son esprit combatif. Le groupe arriva donc sur les lieux, et le général exigea d'être informé de la situation. Il s'avéra que le brouillard qui recouvrait la ville de Shaolin ne s'était pas dissipé, et les 2 frères s'y rendirent le matin pour faire une reconnaissance. Mais ils n'étaient toujours pas revenus, et nous n'avions aucune nouvelle d'eux. C'était clair, mais ce que le général ne pouvait tolérer, c'était que ces hommes, au lieu d'obéir à ses ordres, abattaient des arbres. Son officier, tendu, se justifia, prétextant que c'était nécessaire pour la famille de son frère, désormais sans soutien. Mais l'homme, conscient de sa faute, était prêt à en subir les conséquences. La punition fut immédiate. Les grumes furent confisquées, puis une enquête sur le crime dut être menée. Le reste devait suivre les instructions du général. Jiang Wang et ses amis ont assisté à cette scène, et pour lui, tout cela était d'une cruauté inouïe. Mais ses frères aînés avaient un avis différent, car il ne s'agissait pas de l'académie, mais de l'armée, et les règles y étaient différentes. Il était donc difficile de juger ce qui était juste et ce qui était injuste. Le temps des discussions s'acheva, et après un certain temps, le groupe au complet arriva dans la ville de Shaolin. Mais juste devant les portes, un autre problème surgit. Les chevaux se cabrèrent et refusèrent d'avancer. C'était étrange, et personne ne pouvait comprendre les raisons d'un tel comportement chez les animaux. Chang Xiang a suggéré que c'était le brouillard, et quelque chose de très mauvais qu'il contenait, qui avait déclenché les instincts des chevaux, les effrayant à tel point qu'ils n'obéissaient pas à leurs cavaliers. Si tel est le cas, le général a résolu le problème de manière radicale en coupant la tête de son cheval. Après tout, avant une bataille, il n'y a rien de pire et de plus inutile que la peur et la lâcheté. Tandis que Jiang Wan et Ru Chen observaient la scène avec une surprise muette, Ye Hu approuvait totalement le commandant. C'était la bonne chose à faire. C'est pourquoi le second frère cité tua son cheval sans hésiter, disant que son sang bouillonnait dans ses veines. Et il comprenait parfaitement que les gens dont le cœur était rempli de peur n'avaient pas leur place dans l'armée. Mais il était plus confiant que jamais. Au bout d'un moment, chacun se tenait debout et se préparait à livrer bataille, car à l'entrée de la ville, une formation d'archers pouvait être activée. Comme tout le monde était préparé mentalement et physiquement, il était temps d'entrer dans la ville, et M. Wei les guiderait fièrement à travers cette épreuve. Après avoir fait ses premiers pas dans le brouillard, le général ordonna d'envoyer les troupes plus loin. Pendant ce temps, son assistant utilisait l'art Dao de 3e rang sur ses subordonnés
pour les aider au moins un peu. Jiang Wang fut le premier à remarquer et à apprécier les changements, car son épée était devenue beaucoup plus puissante qu'auparavant. Mais M. Zhao ne s'est pas arrêté là, et a ajouté une flamme offensive qui pourrait être utilisée par les débutants au combat. Et tandis que la plupart des nouveaux venus utilisent désormais des épées améliorées par les techniques d'autrui, le second frère lui-même devint une arme améliorée, car il utilisait ses poings au combat, et maintenant, les flammes l'enveloppaient comme une armure protectrice. Après tous les préparatifs, le groupe s'est mis en marche. Monsieur Wei les a avertis qu'ils devaient marcher en formation, ne pas se laisser distraire par des broutilles et lui signaler tout changement de situation. Il était évident que cette randonnée serait difficile, car le brouillard était si épais qu'on ne voyait rien au-delà de 3 pas. Mais à un moment donné, les gars ont commencé à remarquer un grand nombre de silhouettes autour d'eux, et en ont conclu qu'il s'agissait d'habitants du coin. Ce fait alarma grandement Monsieur Wei, qui décida donc d'attaquer le brouillard pour améliorer sa visibilité, et ordonna simultanément aux nouveaux arrivants de rester immobiles et d'attendre un ordre direct. Le tableau qui commençait à se dessiner était terrifiant. Devant moi se tenaient des morts vivants, transformés en zombies, et ils ne réagissaient à rien. Les élèves commencèrent alors à comprendre qu'ils s'étaient embarqués dans une tâche difficile qui ne valait pas les récompenses promises. Il était clair qu'il ne restait plus âmes qui vivent dans la ville, et la question de savoir quoi faire des zombies et des fantômes restait en suspens. Dans un premier temps, le général a décidé de se retrancher en profondeur. Alors M. Zhao a créé un cercle de feu protecteur autour d'eux, et il mit en place une protection à temps, car les fantômes commencèrent à les attaquer, et le feu les força à battre en retraite. C'était une bonne nouvelle. La mauvaise étant que des fantômes s'étaient infiltrés dans le cercle et se déchaînaient. Alors chacun devait faire attention à soi. Jiang Wang n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Il se mit immédiatement à tuer les fantômes qui apparaissaient sur son chemin et manifestaient de l'agressivité. C'était la bonne décision, ce que le général appréciait. D'une manière générale, il estimait que tous ceux qui étaient ici étaient formidables et avaient parcouru un long chemin, et que le manque de confiance dans la force des nouveaux venus serait une véritable insulte à leur égard. Des paroles comme celle-ci étaient comme un baume pour le cœur du second frère, qui frappait des fantômes de tous côtés à coups de poing. Pendant ce temps, M. Wei s'avança légèrement en avant du groupe principal et attendit que plusieurs fantômes s'accrochent à lui. Il ne réagit pas du tout, pensant que même s'il tuait tous les fantômes, le brouillard ne se dissiperait pas. Et chercher quelque chose au toucher, sans savoir où aller, n'était pas une option, car cela n'aboutirait à rien. Mais il a ensuite balayé tous les fantômes et suggéré que les gars travaillent ensemble. Si l'un d'eux était doué pour l'art de l'air, il pourrait essayer de dissiper le brouillard. Chang Xiang s'est porté volontaire pour l'aider dans cette tâche difficile. Et en quelques secondes seulement, l'homme créa un immense dragon de vent. La bête s'élança, dissipant le brouillard, du moins pour un temps. Cet effet n'a pas été obtenu par hasard, car cet homme n'a pas utilisé un vent ordinaire, mais un vent particulier, parmi les 8 vents. Et c'est celui-ci qui a rendu les choses claires et distinctes, idéales pour leur situation. En observant cela, l'assistant du général réalisa que le nouveau venu était très fort, car même tous les cultivateurs de 6e rang ne pouvaient pas se targuer d'une telle maîtrise de la technologie. Il prit donc une décision pour lui-même, devenir encore plus fort afin de soutenir M. Wei. Chang Xiang travailla ainsi pendant un certain temps, mais il eut bientôt besoin d'une courte pause. Mais même maintenant, la situation qui se présente aux agriculteurs est devenue plus claire et plus compréhensible. Des fantômes surgirent du sous-sol, et ils étaient très nombreux. Il était étrange qu'il y ait plus de fantômes que d'habitants dans toute la ville, et la question se posait de savoir pourquoi ils affluaient tous vers cette ville depuis les environs. En général, la situation était bien pire que prévu. Il était donc nécessaire d'informer les autres de ce qui se passait ici. Même le souffle du dragon ne pouvait pas tuer tous les fantômes et leur ouvrir la voie. Et il aurait été préférable de laisser l'armée de la ville s'en occuper. Mais le général ne pouvait et ne voulait pas attendre. Il devait résoudre le problème ici et maintenant. L'homme comprit que l'armée devait désormais affronter les voisins qui l'avaient attaqué. Et il vit également que les fantômes de cette ville et l'attaque des voisins étaient liés. Il devait donc résoudre le problème lui-même, sans attendre des renforts qui pourraient ne jamais arriver. De plus, si vous cédez,
On ignore quelle ville sera la prochaine cible des démons et de leurs autres ennemis. Vous devez donc faire tout votre possible pour vaincre l'ennemi, en vous fiant aux cieux et à la chance qu'ils accordent aux braves guerriers. Cependant, il comprenait que tout le monde n'était pas prêt à se battre jusqu'à la mort contre l'ennemi. Alors M. Wei a donné le choix au garçon. Aller au combat avec lui ou partir. La plupart des hommes suivaient les commandants, abattant des fantômes à droite et à gauche. Et au bout d'un certain temps, ils arrivèrent à la source de tous les maux de cette ville. À ce moment-là, le protagoniste se demanda pourquoi cet énorme obstacle qui bloquait leur chemin ressemblait à un sort que le démon avait récemment jeté sur la pièce et dont il ne pouvait sortir. Mais il ne put terminer sa pensée, car le général tenta de franchir la barrière. Mais il n'y parvint pas. Et l'homme était prêt à écouter les suggestions sur la façon dont il pourrait franchir cet obstacle et aller de l'avant. L'un d'eux a décidé d'essayer une méthode peu conventionnelle, provoquant une vague d'incompréhension parmi tous ceux qui ont vu ses agissements. Dans une certaine mesure, cela aurait pu fonctionner, étant donné la forte énergie yang de l'individu. Mais la méthode qu'il a choisie pour détruire la barrière était trop embarrassante et honteuse. Mais cela n'a pas fonctionné. Alors le novice a demandé de l'aide à ses collègues inexpérimentés, car ensemble, ils sont forts. Mais personne ne voulait admettre une chose pareille, et Ruchen a suggéré que le type utilise du sang pour améliorer l'effet. Entre-temps, le général était très mécontent de l'ambiance qui régnait parmi ses subordonnés, et il ordonna donc à chacun de se ressaisir et de trouver une autre solution au problème. Chang Xiang informa alors son commandant que, tandis qu'il dissipait le brouillard, il avait remarqué que les âmes des gens avaient été utilisées pour créer cette formation. Il ne s'agissait pas d'une action ordinaire, et devant eux se trouvait la formation des 9 châteaux. Dans l'ensemble, briser une telle formation n'est pas si difficile, car si vous brisez 8 verrous, le 9e principal se brise de lui-même. Mais le problème principal était que le lanceur de sorts n'utilisait pas seulement du brouillard pour obtenir l'effet. Les fantômes qui formaient la base de la formation entrèrent en jeu, et ils étaient très forts, même trop forts. Si bien que le commandant annonça qu'il prendrait le château principal, le reste des hommes devant se diviser en 7 groupes et prendre un château chacun. Très vite, les nouveaux venus se partagèrent les châteaux et furent prêts à passer au plat principal. Jiang Wang et ses amis furent les premiers à atteindre le château de Xun. Mais ils tournèrent en rond pendant un bon moment, sans parvenir à trouver la source de l'énergie maléfique. Soudain, au loin, dans l'épais brouillard, une silhouette se dessina dans des reflets rouges. Les garçons s'arrêtèrent, réalisant que c'était ce qu'ils cherchaient. Un fantôme maléfique qu'il fallait tuer. Alors qu'ils commençaient à rassembler leurs idées, le monstre attaqua le protagoniste. Mais cet homme avait déjà eu affaire à ce genre d'individu. Il a donc facilement repoussé l'attaque. Un plan d'action se forma aussitôt dans son esprit. Puisque Ruchen avait déjà appris les 3 premières formes de base du chi pourpre de l'Est, il passerait à l'attaque avec le personnage principal, et les frères mentionnés en 2e et 1er couvriraient leurs arrières. Les garçons ont uni leurs forces et attaqué le monstre. Activant la première forme de la technique du chi pourpre de l'Est, Jiang Wan porta le premier coup à l'ennemi, mais cela n'eut guère d'effet. L'ennemi était toujours debout et n'avait pas une seule égratignure. Et tandis que le personnage principal avait toute l'attention de l'ennemi, Ruchen attaqua par derrière. L'homme parvint à blesser l'ennemi, mais celui-ci se ressaisit rapidement et contre-attaqua Ruchen. Le monstre enragé était terrifiant, et le 5e frère nommé n'avait rien pour s'opposer à lui. Le pire, c'est que le type n'avait même plus d'épée pour parer l'attaque. À ce moment précis, le protagoniste surgit du brouillard derrière Ruchen, adoptant une posture d'attaque. Et en un instant, il se jeta sur son adversaire, en utilisant la 3e forme du chi pourpre de l'Est. Mais cette tentative échoua lamentablement. De plus, l'épée du personnage principal était légèrement carbonisée. Mais le monstre n'en avait cure. Il parvint même à augmenter la distance qui le séparait de l'homme. Pendant ce temps, les frères aînés s'occupaient des fantômes. Mais voyant que le plus jeune était sans armes, ils lui prêtèrent leur épée. Désormais, les 2 hommes pouvaient attaquer leur adversaire de différents côtés simultanément. Cette fois, Ruchen a même réussi à faire couler un peu de sang du monstre. Mais le problème, c'est que l'épée s'est de nouveau coincée dans le monstre, et le type a dû déployer beaucoup d'efforts pour la retirer et reprendre le combat. À ce moment précis, l'homme remarqua quelque chose d'étrange. La chair de l'ennemi commença à bouillonner et à se comporter de façon incroyable. Tout en observant la scène,
Ruchen aperçut du coin de l'œil, à la dernière seconde, que le monstre étendait sa patte griffue vers lui, pour le frapper. La situation était pire que vous ne pouviez l'imaginer. Le monstre a frappé le 5e frère nommé et a attrapé Jiang Wang. Ruchen atterrit au sol, se cognant violemment, et le monstre s'approchait déjà de lui, voulant l'achever. Mais aucun coup ne vint, car le plus jeune était protégé par Yehu, qui parvint à retenir le monstre à main nue. Le second frère comprit qu'il n'avait toujours pas réussi à ouvrir ses méridiens, et qu'il n'avait aucun talent pour l'escrime. Mais en matière d'énergie et de sang, il avait tout ce qu'il fallait pour se battre. Un seul coup de poing du gauche lui a donc suffi pour envoyer son ennemi valser par-dessus le nid du coucou. Personne ne pouvait nier que Yehu avait fait du bon travail. Et Jiang Wan était fier de lui. D'autant plus qu'il serait désormais beaucoup plus facile d'en finir avec le monstre. Globalement, le deuxième frère lui-même ressemblait à un monstre à ce moment-là. Mais les jeunes frères n'auraient pas dû s'inquiéter pour lui. Il aurait été préférable de s'effacer et de ne pas s'immiscer dans les problèmes des adultes. Mais même après la dernière attaque, le monstre ne semblait pas mort, malheureusement. De plus, il se mit en colère et s'apprêtait à attaquer les gens avec toute sa puissance démoniaque. Mais pour cela, il lui fallait plus de force. Il a donc extirpé plusieurs fantômes des profondeurs de la terre et leur a coupé la tête pour se nourrir de leur énergie. Après quoi, il envoya les têtes des malheureux fantômes dans sa bouche. En voyant cela, les gars comprirent que dans quelques minutes, leur ennemi deviendrait bien plus fort qu'auparavant. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils devaient surmonter leur peur et élaborer un nouveau plan pour ôter la vie au monstre. Et il fallait agir vite, car l'ennemi était non seulement devenu plus fort, mais il avait aussi développé une douzaine d'yeux. Cependant, cela n'effraya pas vraiment Yehu, Qui sauta sur le monstre. Après quoi, une pluie de coups s'abattit sur la tête du squelette, qui se retrouva à se couvrir la tête de ses mains. Pendant ce temps, Jiang Wan combina les premières et deuxièmes formes du Ti pourpre de l'Est et frappa le bras de son ennemi. Mais cela ne fit qu'enrager le monstre, qui frappa les hommes de toutes ses forces, les repoussant violemment. Dans le feu de l'action, Jiang Wan ne réalisa pas immédiatement que son adversaire essayait de le saisir personnellement. Et c'est pourquoi il tendit sa patte osseuse vers lui. Mais il a eu de la chance. Et Yehu a réussi à attraper le monstre par la patte et à l'empêcher de blesser le personnage principal. Parce que l'homme tenait fermement la patte de son adversaire, Jiang Wan a pu la couper en morceaux. On pourrait croire qu'il aurait dû être heureux, mais le personnage principal remarqua soudain que le monstre tendait sa deuxième patte vers son frère aîné. Cette fois, c'était au tour de Jiang Wang de sauver son ami, même s'il savait que sa force ne suffirait pas à vaincre cette créature à lui seul. Néanmoins, il y mit toute sa force accumulée et parvint même à blesser le monstre. De plus, l'ennemi avait perdu ses 2 bras, mais était tout de même capable de projeter ses importants contre le mur. Dans cette situation, Lin He décida d'envoyer Ruchen prêter main forte à ses frères. Il affronterait lui-même les fantômes, et le plus jeune devrait viser les yeux du monstre. Ainsi, ils auraient une chance de l'emporter. Entre-temps, Jiang Wan et Yehu reprenaient leurs esprits, et le protagoniste demanda à son ami d'arrêter d'utiliser cette forme, car son sang allait bientôt bouillir et il allait se détruire de l'intérieur. Mais l'homme ne l'écouta pas. Il était plus important pour lui d'aider ses frères jusqu'au bout, même si la fin était proche pour lui. Le personnage principal n'aborda plus ce sujet. Il essaya de comprendre où était passé le monstre, sans remarquer qu'il l'attaquait par le haut. Et une fois de plus, le type a eu de la chance, car le deuxième frère mentionné l'a remarqué et a arrêté l'ennemi en écartant son ami. Et tandis qu'il retenait cette créature, l'homme demanda à Jiang Wang de profiter de l'occasion pour tuer l'ennemi. Le protagoniste n'eut pas besoin de s'y reprendre à 2 fois. Il activa tous ses pouvoirs, ses compétences et ses techniques pour couper les tendons du monstre. Cette attaque était incroyable, à tel point que même l'épée s'est brisée sous sa pression. Mais la créature blessée continua de se déchaîner et de blesser les jeunes gens. À ce moment précis, Ruchen entra dans la bataille et activa la première forme du Ti pourpre de l'Est. Étonnamment, c'est lui qui parvint à mettre l'ennemi à terre et à le clouer au sol avec son épée. Cela avait été fait spécialement pour les frères aînés. Il ne devait plus hésiter et terminer ce qu'il avait commencé. Yehu fut le premier à reprendre ses esprits et frappa son adversaire, ne lui laissant pas l'occasion de blesser son petit frère. Il empoigna le monstre dans une étreinte douloureuse et demanda à Jiang Wang de prendre le relais. Même avec le moignon de son épée, l'homme ne tarda pas et visa pour porter le coup final. Et cette fois,
Il a touché le point le plus vulnérable de l'ennemi. Jiang Wan ne comprenait pas pourquoi, même à un tel moment. Cette créature devenait de plus en plus maléfique et puissante. De plus, le problème était que Ru Chen ne pouvait plus tenir la patte du monstre. Son frère aîné devait donc trouver une solution de toute urgence. Dans ces conditions, Yehu décida d'étrangler un peu l'ennemi. Lin He gardait un œil sur les frères de temps en temps. Mais il avait sa propre tâche et devait aussi les aider. Mais il était retenu par des fantômes plus faibles, bien qu'ils fussent trop nombreux, et le garçon commença à comprendre que l'œil dans la poitrine n'était pas le point faible du monstre. À ce moment-là, il comprit que le point faible du monstre se situait très probablement sur son front. Alors que ses frères retenaient le monstre au bout d'un fil piège, il décida d'attaquer l'ennemi. Il concentra toute sa puissance spirituelle dans ce coup et frappa précisément la pièce qui protégeait quelque chose sur le front du monstre. Cette fois, ils avaient raison, et le monstre commença à mourir. Mais ce que les garçons ignoraient, c'est que leur prestation avait un témoin tapi dans l'ombre. Il semblait qu'ils aient obtenu un résultat positif, mais personne ne laissa partir le monstre, car ils n'avaient aucune idée de ce que son corps pouvait encore leur réserver. De toute évidence, une fois le point faible du monstre détruit, l'énergie yin deviendra incontrôlable. Mais même après s'en être rendu compte, les garçons n'ont pas pu réagir à temps, et l'onde de choc les a dispersés dans toute l'enceinte du château. C'est une bonne chose que, même après cela, tous les gars soient vivants et en relativement bonne santé. Il était désormais possible de regarder autour de soi. Le corps du monstre avait disparu. Mais lorsque la fumée commença à se dissiper, quelque chose gisait dans le fossé. C'était précisément cette perle de formation qu'il fallait détruire. Pendant ce temps, Miao Yu observait le combat à travers un miroir magique. Elle ne reconnaissait pas la technique d'escrime utilisée par les garçons. La jeune fille n'était pas particulièrement inquiète de la destruction de la formation, car ils avaient envisagé différents scénarios possibles. Mais soudain, les portes du cercueil s'ouvrirent, et un invité indésirable était sur le point de sortir dans la clairière. Le prochain mort-vivant avait une apparence très repoussante, mais elle n'avait pas d'autre serviteur qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à sacrifier. Les assistantes de la jeune fille se tenaient en pentagramme et récitaient des incantations pour invoquer les morts vivants. Et apparemment, elles s'en sortaient très bien. Tous attendaient avec impatience l'arrivée de cette créature, car l'ancien possédait un pouvoir immense. Cela signifie qu'il pourrait participer au rituel et aider les lanceurs de sorts à atteindre leur objectif. Mais les gens ignoraient qu'ils avaient signé leur propre arrêt de mort, et que c'était eux, leur tête et leur sang, qui allaient servir un grand dessein. Mais Miao Yu savait parfaitement à qui elle avait affaire, et remercia l'ancien pour ses efforts et son dévouement. Mais tout n'avait pas été fait pour achever le rituel. Et l'homme, ou le monstre, difficile à dire, se poignarda le front avec un poignard. Tout était désormais accompli comme il se devait, et du sous-sol commença à se lever le démon qui avait été scellé pendant de nombreuses années. Mais le monstre ne sortit pas complètement de la fosse. Il attrapa l'ancien et décida alors de se cacher. La jeune fille resta impassible face à la scène, comme si tout suivait son cours normal et que rien d'anormal ne s'était produit. Pendant ce temps, dans les profondeurs obscures, flottait une maison verte, abritant une créature qui venait de faire un bon repas. Dans la ville de Shaolin, les gens se rassemblaient après avoir accompli leur tâche. Il était important pour eux de comprendre qui avait rempli sa part et qui ne l'avait pas fait. Tout le monde attendait le retour du personnage principal et de ses amis, car alors toutes les pièces du puzzle seraient entre les mains du général. Messieurs Zhao ne s'attendaient pas à un résultat positif, car dans le groupe de nouveaux venus, un seul d'entre eux avait réussi à ouvrir les méridiens. Il n'y avait plus de raison d'attendre. Aussi le général et son assistant décidèrent-ils de partir au secours des garçons. Mais il n'était pas nécessaire d'aller nulle part, car le personnage principal et ses amis apparurent à travers la fumée. C'était parfait. Maintenant, toutes les parties de la formation étaient rassemblées et disposées dans le bon ordre. Chang Xiang pouvait désormais commencer à lancer le sort pour détruire toutes les pièces du puzzle en une seule fois. Au bout d'un certain temps, il ne restait plus des perles qu'une trace humide sur le carreau. Mais après cela, rien n'a vraiment changé. Mais le commandant Wei comprenait que ce n'était qu'une apparence, et que chacun devait être prêt à accepter le combat. Malheureusement, il avait raison. Et les hommes aperçurent alors un immense manoir qui jusque-là était dissimulé par la formation, mais qui, à présent, les effrayait avec ses portes ouvertes. Et tandis que les nouveaux venus ne comprenaient pas ce qui se passait, le général a déclaré l'état de préparation au combat maximal
et l'alerte rouge. Et un instant plus tard, le ciel nocturne devint rouge. Les gens ordinaires des autres villes ne comprenaient pas pourquoi le ciel était devenu rouge, ni ce que ce signe devait signifier. Mais les cultivateurs savaient parfaitement ce que signifiait la couleur rouge. Une question logique se posait donc. Devaient-ils venir en aide à leurs alliés ou non? Le professeur des garçons a lui aussi vu le message, mais il s'estimait trop vieux pour participer à de tels raids. Pendant ce temps, le personnage principal et les autres jeunes gens se tenaient dans un cercle de feu et regardaient des hordes de fantômes marcher vers la maison qui était apparue. Si jusqu'à présent les gens pensaient qu'il y avait beaucoup de fantômes, ils réalisaient maintenant qu'ils se trompaient. Il y en avait beaucoup trop. Une véritable mer de fantômes. Ils étaient un petit îlot d'espoir dans cet océan mystique. Il était clair pour tous que leur force ne suffisait pas à se frayer un chemin jusqu'à la sortie. C'était encore pire, car la porte légendaire des enfers s'était ouverte. Et dans ce cas, leur chance était quasi nulle. Et alors, un miracle se produisit. Diang Wang resta bouche bée devant la lumière dorée éclatante qui dissipa les fantômes. Le petit îlot de sécurité commença lui aussi à se déplacer sous l'influence d'une technologie extraterrestre. Apparemment, un puissant cultivateur est venu à leur secours. Tout le monde ne pouvait pas utiliser le corps astral, mais cet homme le pouvait, ce qui signifie qu'il est entré dans le royaume du ciel et de la terre. Mais Yehu, comme ses frères, n'a pas reconnu derrière la fumée l'homme qui les avait en réalité sauvés. Il s'agissait du seigneur Wei et de son assistant, qui n'étaient pas particulièrement ravis de devoir intervenir dans la situation actuelle. Heureusement que la porte des enfers était au moins fantomatique. Sinon, il y aurait eu encore plus de problèmes. Le général inclina la tête devant le seigneur et rapporta qu'à peine le sceau de la formation brisé, une porte était apparue devant eux. Le vieil homme n'apprécia ni la politesse ni le rapport lui-même. Alors il frappa l'homme et l'insulta. Il estimait que toutes les personnes rassemblées ici étaient parfaitement inutiles, qu'elles étaient incapables de gérer les fantômes et qu'elles créaient des problèmes au lieu de les résoudre. Ce comportement blessa profondément Yehu, qui tenta donc de tout raconter au vieil homme. Après tout, ils avaient risqué leur vie et ne méritaient pas un tel flot d'insultes. Mais Jiang Wan n'en empêcha. Le général ne s'y opposa pas. Il comprenait qu'en général, il avait échoué dans sa mission et était donc prêt à recevoir le châtiment qu'il méritait. Le seigneur ne tarda pas à délibérer sur la punition, car il avait encore des affaires à régler avec le clan de l'eau. Le général fut donc immédiatement rétrogradé et condamné à une lourde amende. Après cela, le seigneur disparut, et bien que M. Wei n'en fût pas content, il accepta humblement la punition. Le soir venu, les soldats attendaient les ordres de leur chef. Les raisons pour lesquelles les sirènes avaient décidé de mettre des bâtons dans les roues des gens restaient floues. Mais le secret allait bientôt être révélé. Les invités s'étaient réunis à la résidence du chef des eaux, et le vin était excellent, pour un cadeau offert par une personne. Cependant, cela n'impressionna pas l'invité. Il tenta de retourner le seigneur de l'eau contre les clans de la terre. C'était naïf et ridicule, car même si Lord Song était jeune, il n'était pas assez stupide pour ne pas remarquer une provocation aussi évidente. Et de plus, il avait rempli ses obligations. Il ne devrait donc pas y avoir de questions à lui poser. Le squelette avait un avis différent. Il s'attendait à un soutien à long terme, mais ne l'a pas reçu. Et son clan a perdu de nombreux membres, ce qui n'aurait pas dû se produire si le jeune seigneur avait tout fait comme convenu auparavant. Mais il n'aurait pas dû dire ça. Tout comme il n'aurait pas dû aborder le sujet du père de Lord Song. Cette affaire lui déplaisait, alors il eut recours aux menaces, affirmant qu'une armée ennemie approchait déjà, que le squelette pouvait faire ce qu'il voulait, mais qu'il valait mieux pour lui ne pas être si avide et partir pacifiquement. Mais le squelette n'était pas pressé de partir, déclarant qu'il donnerait au seigneur la perle du dragon s'il agissait de son côté. Le cadeau était tentant, mais valait-il la peine de faire l'effort? Telle était la question. Si tel était le cas, le squelette n'avait plus rien à faire ici, et il décida de partir. Monsieur Song fut laissé seul. Il était désagréable avec ce squelette, tout comme ses discours, surtout sur l'honneur, qui était extrêmement drôle. Mais ce qui n'avait rien de drôle, c'était que l'un des seigneurs des clans terrestres était prêt à marier son héritier à sa sœur, ce que le jeune souverain n'aurait absolument pas souhaité. Cependant, il était possible de gagner un peu de temps, et M. Song allait envoyer sa sœur timide étudier à l'académie.
Et même s'il comprenait que les clans préparaient un véritable désastre, le lieu d'entraînement choisi pour la jeune fille était le plus sûr.